comment mes parents ils avaient aucune estime pour ce que je faisais, tu vois. Tu vas rien faire dans ta vie si tu continues à faire ça et tout. La positivité elle est simple à avoir quand tout réussit. Les serveurs ils brûlent, j'avais pas de sauvegarde. Ah dire. Je venais juste de signer mes clients et tout, ils étaient tous en mode mais qu'est-ce qui se passe là? Et donc je dois passer une nuit blanche à tout réinstaller, tu vois. Aïe aïe aïe. Et je me dis non en fait non, clairement pas envie de faire ça. Là avec du recul je sais que je me suis assis sur tellement d'argent, 3 millions par an, genre juste une niche, un avatar, je parle à la même personne, un produit et tu t'en fous. Bonjour Nabil, bienvenue Yo. sur cette émission que j'ai appelée Les Tranchées, où l'objectif c'est du coup de faire intervenir des gens qui sont dans les tranchées du marketing, du business, et l'objectif c'est de parler un peu de ton business. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement s'il te plaît? Carrément, merci de m'avoir invité mec. Avec Du plaisir. coup j'ai un business de coaching en séduction. J'aide les hommes exclusivement à faire des rencontres avec des femmes qui leur plaisent sans perdre leur temps sur les applications de rencontres. Donc dans la vraie vie, dans la rue ou en soirée. Ok, ça a commencé comment? Ça a commencé quand j'étais très jeune, 16-17 ans. Je m'intéressais à la séduction beaucoup et à l'entrepreneuriat en parallèle. Ok. Dev perso et tout. Je me souviens, j'ai acheté des livres de dev perso quand j'étais au lycée. Ah ouais? Ouais. Mon père il se foutait de ma gueule, il me disait mais qu'est-ce que tu fais? Va réviser, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et ça a payé finalement, donc c'est cool. Je me souviens que le premier business que j'avais lancé, c'était je réparais des téléphones. J'achetais des téléphones cassés, je les réparais et je les revendais. Ok, J'achetais des iPhone 5 à l'époque. une sorte d'achat-revente avec genre tu flippais des Ouais, téléphones et tu les revendais à qui du coup? je les revendais sur le bon coin ou à des potes. Ah, t'allais voir des potes, tu disais ouais, Ouais. tu veux un téléphone, Ouais. machin. Tu faisais Genre acheter quand j'avais comment? des potes qui avaient des potes, tu sais à l'époque il y avait des Huawei qui étaient un peu éclatés. Ouais. Et genre je leur disais ouais frérot tu peux pas rester avec ça. Je les vassinais et je leur disais tu sais je peux te faire un bail si tu veux. Et je me faisais genre 20-30 euros de marge par tel. Ok. En vrai c'était pas méga rentable mais c'était cool en termes d'entrepreneuriat, genre ça m'apprenait un petit peu. Je me souviens je prenais le tram, j'allais loin, j'allais acheter des trucs dans des... J'allais acheter des iPhones dans des camps de gitans. Ah ouais. Ouais. J'avais l'impression d'être un dealer, moi j'avais l'impression d'être dans Breaking Bad. Et ouais, du coup, je kiffais bien l'entrepreneuriat. À l'époque, il y avait un peu le. Bah, c'était quand même assez niché, mais genre, il parlait beaucoup de dropshipping. Ok. Il y avait un mec qui Ça, s'appelait. en termes d'années, c'était J'avais 16-17 ans, c'était 2015, 2015. je crois, 2015, 2014 peut-être. Ouais. Ouais, non, 16, 15, 16, je pense. Ouais, plus 15. Ouais, donc c'était un peu le début du dropshipping avec Léo Guillot, des mecs Ouais, comme ça. lui, Ouais. je me souviens. J'avais pris sa formation gratuite à Ok, l'époque, il te c'est montrait ouf. comment faire un Shopify, j'en ai même Ouais. fait un, je crois. Et je regrette de pas avoir poussé le truc parce que je pense que j'aurais pu faire de la thune à l'époque. C'est à 2016, Ouais. Il y avait, c'était il y pas avait mal, des ouais. trucs à faire, ouais. Mais bon, c'était le destin. Donc ouais, je suis intéressé par l'entrepreneuriat. À côté de ça, je suis vraiment nul avec les filles, donc je découvre le game. Le game, c'est genre une communauté de séduction. Donc en gros, c'est des geeks qui théorisent comment rencontrer des meufs. Ça tombait bien parce que j'étais un geek et j'avais pas de meufs. Donc je me suis mis à sortir dans la rue, aborder des filles. Et j'ai rapidement pris goût en fait. Tout ce truc de dev perso, mais dans la vraie vie où genre t'as un feedback instantané, tu peux progresser en fait d'approche en approche. Et ce qui est bien, c'est que t'as une abondance d'opportunités quand tu sors dans la rue ou tu vas en soirée parce que tu peux rencontrer plein de meufs. Ouais. Et donc je me suis mis à sortir, aborder des filles, m'améliorer au fur et à mesure. Donc au début, j'arrivais juste à lancer une conversation avec une inconnue, puis à prendre son numéro, puis la revoir, etc. J'ai beaucoup pris goût. Et donc là, j'étais en fin d'année de lycée. Et genre à côté de ça, j'ai essayé de trouver des moyens de faire de l'argent, mais Ok. c'était toujours assez laborieux. Ouais. Je passe un BTS en informatique pour faire plaisir à mes parents. Et tout le long, j'allais pas en cours, je faisais que sortir. Ok. C'était aussi laborieux. C'est le mot qui revient tout le temps là dans mes années d'études. Si t'avais pas fait ce BTS pour tes parents, t'aurais arrêté instant et Je sais pas ce que j'aurais fait. c'est Ouais. pas ce que t'aurais Je fait. pense que j'aurais passé. J'aurais testé d'aller à la fac, un truc de Ouais, merde pour ok. avoir genre des APL, des trucs comme ça, et juste sortir comme un mongol et aborder plein de meufs. Donc t'étais pas un bon élève. J'étais pas un bon élève, mais j'étais talentueux dans certaines matières. Ok. Et j'étais pas trop con. J'étais vraiment le mec qui venait genre sans feuilles et qui demandait des feuilles aux gens, tu vois. Ouais, Genre un mec, je suis sûr que t'étais comme ça aussi. Moi j'avais des feuilles des fois. Je m'asseyais, j'étais en mode, t'as pas une feuille s'il te plaît? Ouais, c'était chiant. Et En vrai, genre, j'étais un insupportable. 4 couleurs. Vraiment, je venais avec un stylo. Des fois, j'allais en boîte le jeudi, je revenais genre sans sac, tu vois. Genre, Ah oui. j'arrivais en cours sans sac et Ouais, ok, je vois le délire, ouais. vraiment le mec chiant, quoi. Ouais, donc le mec qui fait un peu les vannes en cours, Ouais. ce genre de trucs. Ouais. Et j'ai jamais kiffé le système scolaire. Enfin, genre, j'ai toujours eu du mal. Mais j'ai réussi à avoir mon BTS quand même, sur un coup de chat. Et je suis parti à Londres. Parce que j'en avais marre, en fait. J'avais toujours vécu à Bordeaux.
j'avais envie de découvrir la vie un petit peu, genre d'apprendre l'anglais et d'apprendre aussi encore plus le game. En fait, j'étais vraiment passionné de ce truc d'aborder des filles Ok. et les relations sociales parce que j'ai toujours été ce mec quand même assez sociable, qui était drôle et qui avait pas de problème pour se faire des potes, mais qui avec les meufs galérait quand j'étais plus jeune au lycée. Mais j'ai toujours kiffé ce délire de faire des soirées, de rencontrer du monde. Genre, je me sentais vraiment bien là-dedans. Ok. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais à Londres et je vois ce qui se passe. Je suis parti à Londres, Ça, t'avais 21, un truc comme ça. 19 à ce moment-là. Ah, donc c'était juste après le BTS, Ouais. peut-être fin d'année. Ouais. Ok, Ouais, ouais. ouais, c'est pour ça. Ouais. Ouais, j'ai eu mon BTS et genre une semaine plus tard, j'ai pris mon billet. J'ai vendu ma voiture, j'ai pris mon billet. Incroyable, ok. Ah, donc Mais- t'as vendu ta voiture pour avoir du cash pour pouvoir partir à Londres. C'est même pas moi qui l'ai vendu. J'ai dit à mon frère, gros, rends-moi mon service, s'il te plaît, rends-moi la voiture, prends une commission si tu veux. D'ailleurs, il a vendu, il m'a pas fait de commission, il était cool. Mais ouais, C'est je suis la parti, vraiment, personne n'y croyait, gros. Je disais à tous mes potes, vous allez voir, dans 3 semaines, je pars à Londres. Et tout le monde disait, oui, ta gueule, Nabil. Genre, on sait qu'on va te retrouver dans un mois. Et Oui. genre, ouais, je suis parti, mes parents étaient choqués, tout le monde était choqué. Je suis parti comme ça, avec un sac de sport, je crois. Et quand t'es parti, t'avais un appart, J'avais rien. t'es vraiment J'avais parti rien. comme Je ça. connaissais un mec que j'avais rencontré dans une communauté de séduction, Ok. qui était là-bas encore quelques jours, et qui était dans une coloc avec genre 12 Bulgares dans une petite chambre de merde. Et il m'a dit, gros, je peux t'héberger 1 ou 2 jours si tu veux quand t'arrives. Et du coup, j'y suis allé, et enfin, m'héberger, c'était quoi? Genre, il me donnait un bout de sa chambre par terre. Ouais. J'avais une serviette en guise de couverture, et let's go, tu vois. Ok, pas mal. Donc j'arrive à Londres, et donc là, je ponce la séduction, genre vraiment, je sors tous les jours, Ok. jusqu'à ce que j'ai plus d'argent, donc mes économies. Donc pendant 2 mois, je fais que sortir, aborder des meufs. Et je commence à avoir des bons résultats, genre aborder des filles en soirée, rentrer avec elles et tout. C'était cool. Et là, je me dis, ouais, faut vraiment que je fasse un truc au niveau de la thune parce que c'est chaud. Donc je cherche plein de boulot, mais ça mate jamais. Genre à chaque fois, je me fais virer ou bien j'aime pas. Et je tombe sur un taf qui me plaît bien, je fais du porte-à-porte. Et en gros, c'est payé à la commission. Mhm. Et j'avais des bonnes compétences sociales vu que je passais mon temps à rencontrer des gens. Les approches à froid, ça me faisait pas peur. Donc là-bas, j'apprends beaucoup de choses en termes de business. J'apprends déjà comment se responsabiliser parce que j'avais un petit peu un mindset de victime. Et t'as beau lire tous ces trucs-là dans les livres de dev perso et tout, tant que t'es pas confronté à la réalité sur le terrain, tu vois, où genre, je toquais des portes et tu vends pas, t'as pas d'argent. Et j'avais des mentors qui m'expliquaient, gros, t'as beau te plaindre, ça va pas changer. Ouais. Donc j'ai appris plein de choses en termes de compétences sociales, en termes de mindset dans l'entrepreneuriat. Et mon objectif à ce moment-là, parce que c'était le seul truc dans lequel j'arrivais à être bon, gagner de l'argent, et dans lequel je pouvais me projeter, c'était d'ouvrir une franchise dans laquelle je coachais des gens, je leur apprenais à faire du porte-à-porte. Ok. Donc une franchise dans la même boîte, Ouais, c'est un système un peu... genre type MLM, un peu, un truc comme ça. Ouais, type Ok. MLM, mais c'est pas vraiment du MLM parce qu'en gros, t'es récompensé à la hauteur du mérite de ton taf. Tu vois. En gros, Ouais. tu commences en tant que commercial, après tu coaches des gens. Quand t'arrives à atteindre un certain stade, on te fait assez confiance pour que le client te laisse recruter des gens et donc tu te joues des commissions sur les gens que t'as coachés, etc. Mais il n'y a pas de truc, il n'y a pas de seniorité en fait. Ok. Genre juste tu taffes et tu montes Ok, je vois. et c'est ton propre truc. Tu vendais quoi du coup? J'ai vendu, je sais pas si tu connais HelloFresh. Ouais, non, je connais Herbalife, mais rien à voir du coup. Non, mais ça c'est autre chose. Non, Ouais. HelloFresh c'était. En gros, c'est un service de livraison à domicile. Genre, on te livre des boîtes de recettes. Hmm. Ok, ouais. Ah, tu reçois pas la bouffe, tu reçois les recettes. Tu reçois les recettes et la bouffe pour les cuisiner. Pour les cuisines, d'accord. Ok. Tu les cuisines toi-même, mais Ok, tu ok, reçois ça. Je vois. Et en gros, on vendait ça. Ouais, j'ai vendu ça. J'ai vendu de l'énergie aussi, donc des contrats d'énergie. Ok. J'ai vendu des panneaux solaires. J'ai vendu pas mal de choses. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et ça commençait à bien marcher, on commençait à générer du chiffre. Et là, vraiment, en tant qu'entrepreneur, genre, j'avais pas mal de skills quand même dans mon répertoire parce que je savais recruter, je savais vendre, je savais l'idée une équipe. J'avais une équipe de genre 10 personnes. Et j'avais pas mal d'avantages pour pouvoir démarrer mon business ensuite. Ouais. Et j'étais plus tout la même personne, tu vois, qui à 18 ans regardait des trucs sur le dropshipping et était un petit peu dans une illusion en termes d'entrepreneuriat en pensant que ça allait être facile ou Ouais. en pensant qu'il suffisait juste de lancer un site. Et genre, je comprenais vraiment les challenges, tu vois. Ok. Et à ce moment-là, il y avait le Brexit et le Covid, donc je suis rentré en France, c'était chiant. Je savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie, mais genre, il y avait un truc qui restait clair, c'est que j'étais toujours passionné par la séduction et que j'avais toujours envie de sortir et d'apprendre ça. Et en plus de ça, maintenant, dans mon répertoire d'entrepreneur, j'avais plein de skills Mm. que je pouvais utiliser
à bon escient. Je savais vendre surtout, c'était le plus important. Donc la personne, quand t'es arrivé à Londres et quand t'es rentré, c'était vraiment plus la même personne. Ah ouais, rien à voir du tout. Vraiment rien à voir. Okay. Et ça s'est même vu dans mes résultats avec les filles parce que j'avais un mindset qui était complètement différent. Genre, avant Londres, je t'avais dit, le système scolaire, ça me saoulait et tout. Même prendre des notes, c'était quelque chose qui me cassait les couilles. Et quand je suis allé à Londres et que je me suis rendu compte que, bah gros, si tu prends des notes et que tu vas networker avec les mecs qui arrivent à faire plus de ventes, tu leur demandes comment est-ce qu'ils ont fait, tu vas t'inspirer d'eux, tu vas peut-être sur le terrain avec eux les observer. Et genre, vraiment, tu as un mindset d'élève et genre, t'apprends. Ouais. Tu vas faire plus d'argent, tu vois. Et genre, le fait de me rendre compte que être un bon étudiant, je dirais même un bon follower, ça me permettra d'être un bon leader dans le futur. Ça a été game changer pour moi parce que quand je suis rentré, je voyais plus du tout les choses de la même façon. Tous les problèmes que j'avais dans ma vie, je les voyais d'une façon entrepreneuriale où je me disais, ok, genre, comment est-ce que je peux régler ce problème-là? Est-ce que je connais quelqu'un qui a déjà réglé ce problème-là et qui peut m'aider à le régler? Est-ce que je peux m'en inspirer? Est-ce que peut-être sur internet, je peux trouver quelqu'un qui l'a déjà fait et qui explique comment le faire? Et du coup, à chaque fois que j'avais un problème, par exemple avec les meufs, j'en sais rien, j'arrivais pas à avoir des dates, genre j'allais chercher un mec qui était capable de le faire et qui m'inspirait. Et genre j'avais un carnet, genre je prenais des notes, je prenais des formations et genre quand je regardais la formation, j'étais pas juste en mode consumer à regarder, genre je prenais vraiment des notes et je regardais dans le moins de détails et j'avais toujours ce truc dans ma tête où je me disais comment je pouvais l'appliquer dans ma vie pour réussir, tu vois. Et du coup, je perdais plus de temps à regarder plein de trucs qui servaient à rien en rêvant, mais genre j'étais vraiment dans l'action tout le temps en train de me dire comment cette information va pouvoir m'aider. Est-ce que c'est une question par rapport à la clarté que tu avais dans ta vie, où tu savais un peu plus où tu voulais aller, et que du coup tu regardais pas du contenu un peu de façon généraliste, tu regardais du contenu qui, toi, t'en avais besoin à l'instant T, et du coup t'allais regarder le contenu, tu vois, t'allais plus chercher le contenu, ou c'était encore du contenu qui venait à toi, et tu tombais dessus et tu disais, ah, vas-y, je peux l'exécuter de cette manière dans ma vie. En fait, je pense pas que je savais clairement là où j'allais, genre c'est faux. Je savais juste ce que je voulais sur le court terme, tu vois, ce qui me frustrait, et je cherchais des solutions activement pour régler ça. Et surtout, le truc le plus important, c'est que je prenais 100% de responsabilité pour avoir ça. Parce que toujours avant, dans mon esprit, je me disais, ok, d'accord, je peux revendre des téléphones, mais en vrai, genre, je sais pas, genre, ouais, ça va être compliqué de trouver un téléphone au bon moment, ou bien de retrouver quelqu'un à qui vendre ce truc-là, genre. J'avais toujours ce truc dans ma tête, ouais, d'accord, mais où est-ce que ça va aller plus tard? Et j'ai abandonné vite, et puis je prenais pas le truc au sérieux, genre. Et je préférais pointer les gens du doigt plutôt que de me dire que le problème venait de moi. Alors que là, genre, j'étais vraiment en mode, ok, genre, si là je suis frustré par rapport à quelque chose, c'est à moi de trouver une solution et je vais me concentrer à fond là-dessus et je vais faire abstraction de tout le reste. Donc en vrai, le plus gros truc que j'ai appris, c'est de plus être une victime quand j'étais à Londres. Parce que gros, quand j'ai vécu des trucs, mec, y a que les gens qui ont vécu ça qui peuvent comprendre. Après, je pense, enfin, dans cette industrie-là, c'est vraiment, il y a des trucs hardcore, genre. Je me souviens, on faisait des trucs, ça s'appelait des day trips, où genre tu partais, donc on allait genre à 2 heures de Londres, dans un village paumé, pour faire du porte-à-porte. Et genre ce village paumé, c'était un territoire où t'avais des maisons, entre chaque maison il fallait marcher 5 à 10 minutes. C'était genre des gros manoirs avec... genre tu sonnes, c'est même pas le propriétaire qui vient t'ouvrir, c'est un gardien qui vient t'ouvrir, tu vois. C'est le valet. Ouais, voilà, la femme de ménage qui vient t'ouvrir. Et gros, tu fais ça, genre t'es là toute la journée, tu marches 10 minutes de maison en maison pour parler à un valet qui dit non mais le propriétaire il est pas là, il pleut gros, je suis en chaussures pointues, chaussettes mouillées gros, genre chaque pas ça fait splouch, splouch. Et tu remets ta vie en question, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là gros dans un langage que je parle même pas, tu vois, genre c'était en anglais. Et genre, et tu te démerdes pour faire des ventes, tu vois, genre tu te démerdes pour ressortir avec de la thune. Et genre t'arrives et t'as aucun espoir et tu reviens et genre tu fais je sais pas 150, 200 euros de vente, t'es en mode ok c'est stylé, tu vois. Et du coup ce mindset là tu l'emportes avec toi et genre quand tu fais face à un problème à la con enfin genre il y a plus vraiment grand chose qui émotionnellement va me mettre vraiment dans le fond parce que je la connais à l'alternative. Et aussi genre il y a toujours ce truc dans ma tête où je me dis gros donne-moi 100 portes dans un territoire et un produit à vendre et je vais faire de l'argent, tu vois. Ça c'est intéressant le côté skill profond. Tu sais que tu as créé la compétence profonde au fond de toi et forcément tu es passé par toute l'adversité pour la développer. Du coup tu n'as plus peur en fait, tu sais qu'à n'importe quel moment, même si demain bon, je te le souhaite pas mais tu retombes à 100% zéro, bah, tu sais qu'en fait tu vas pouvoir t'auras une porte de sortie, voilà, comme tu dis tu prends 100 portes, 100 numéros de téléphone et en fait tu vas t'en sortir, ouais. Ok. Et est-ce que du coup, je pense que je connais la réponse, mais quand t'es arrivé à Londres, t'étais pas du tout un entrepreneur.
Oui ou non? Dans le sens où, ce que je Ah, veux dire pas par du là, tout, c'est ouais. qu'il y a plein de monde de nos jours, l'entrepreneuriat, c'est un peu à la mode, entre guillemets. Et du coup, il y a plein de jeunes qui veulent se lancer Ouais. dedans. Mais t'en as plein qui, en fait, sont juste pas faits pour être entrepreneurs. Est-ce que Ouais. pour toi, c'est un truc qui est inné et il y en aura qui seront juste jamais entrepreneurs, ou c'est un truc que tu peux développer en passant par des expériences comme le porte-à-porte ou partir à l'étranger, faire du porte-à-porte. Enfin, c'est un Ouais. truc de ouf en vrai. Je pense que ce qui est inné, c'est ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, tu vois. Ok. Et la frustration que je ressentais dans les jobs que je faisais était tellement forte que l'alternative était ultra claire pour moi. Et j'étais pas un entrepreneur quand je suis allé à Londres, j'étais un wanna-preneur, tu vois. Ok. Ouais. J'étais en mode, ouais, ça a l'air cool, mais je sais pas faire, tu vois. Ouais. Surtout, j'avais beaucoup d'ego, j'étais jeune, j'étais un peu con. Je découvrais la vie, tu vois. Ouais. Mais malgré ça, j'avais. Je pense que l'avantage que j'avais à ce moment-là, c'est que j'avais pas peur de suivre mon intuition, tu vois. Ok. Et je crois que c'est un truc qu'ont beaucoup en commun les entrepreneurs, c'est que à un moment donné, t'es obligé d'aller à contre-courant, tu vois. T'es obligé de dire à tes parents, ouais, je me casse. La T'es prise obligé- de risque. Ouais, c'est ça, ouais. T'es Ouais. obligé de. Quand tout le monde te dit gros, pourquoi tu fais ça, et toi t'es en mode, bah, c'est ce que j'ai envie de faire. Je Parce m'en que fous, toi, tu vois. dans ton entourage proche, ils t'ont pas vraiment poussé à devenir Ah non. entrepreneur, quoi. Au contraire, j'étais vachement Ouais. jugé, tu vois. Ok. Et c'est là où ça demande de la résilience émotionnellement que j'ai eu la chance d'avoir quand j'étais plus jeune. Peut-être c'était de l'inconscience, j'en sais rien, mais genre, quand j'étais à Londres, genre, à dormir dans cette coloc de 12 Bulgares par terre avec une serviette en guise de couverture, genre, j'en avais rien à foutre de ce que pensaient les gens, tu vois. Ok. Ou quand j'étais en train de faire du porte-à-porte, genre, c'est clairement pas un, un truc qui suscite la réussite, tu vois, aux yeux des gens. Mm. Quand je dis porte-à-porte, pour moi, c'est un truc glorieux, c'est trop stylé, tu vois. En vrai, je trouve que je pense que les entrepreneurs, ils trouvent ça stylé aussi, mais la plupart des gens, ils sont en mode, ouais, c'est schlag, pourquoi tu fais ça, gros, genre, Ouais, t'es le mec qui vient taper à la maison ouais, le samedi après, mais là, tu nous fais ouais, plus voilà, chier, tu te quoi. prostitues, genre, c'est Ouais. l'image qu'ont les gens de la vente et de la prospection. Mm. Et je me souviens que même quand j'étais rentré de Londres et que je mangeais avec mes parents, genre, il y a une scène qui est assez marquante. J'ai un de mes meilleurs potes avec qui on est associé aujourd'hui. Et, genre, il m'a toujours supporté, tu vois, dans ce truc d'entrepreneuriat. Et lui aussi, l'entrepreneur. Et, genre, il est venu manger chez moi un jour. Et il était choqué de voir comment mes parents, ils avaient aucune estime pour Ok. ce que je faisais, tu vois. Genre, ils se foutaient de ma gueule parce Ah que je ouais. faisais du porte-à-porte. Genre, ils étaient en mode, tu vas rien faire dans ta vie si tu continues à faire ça et tout. C'est ouf. Genre, ils voyaient ça comme, genre, j'étais une merde à faire ça, tu vois. Parce que pour eux, le modèle de réussite, c'est d'être ingénieur, avocat, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Et en vrai, c'est pas, je leur en veux pas avec du recul. Peut-être quand j'étais plus jeune, je leur en voulais un peu. Et justement, genre, je pense que je faisais tout pour aller contre ce qu'ils me disaient. Ouais. Mais tu vois, pareil, genre la scène de mon père qui rentre dans ma chambre et qui me voit avoir acheté un livre de dev perso, parce que j'avais pas beaucoup d'argent, tu vois, genre, j'avais un peu d'argent de poche, et j'ai essayé d'utiliser cet argent pour. Putain, j'ai acheté des livres audio sur Audible, et j'avais acheté un livre de Jim Rohn, ça s'appelait Les 7 stratégies de prospérité. Ok. Un gros bouquin de dev perso, genre bien à l'ancienne, tu vois. Ouais. Et genre, il voit ça sur mon bureau, et il me dit, mais gros, mais pourquoi tu prends ça et tout, genre, tu crois vraiment que tu vas devenir riche comme ça? Et ça m'avait marqué, ça m'avait touché aussi quand j'étais petit, tu vois. C'est une phrase qui est dure en vrai en plus, parce que À mort, ouais. c'est prendre tes rêves et un peu les mettre de côté. Et... Mais je me souviens quand il est sorti de la chambre, j'avais la haine, tu vois, j'étais Ouais. en mode et je voulais leur prouver, tu vois, genre j'étais en mode, ouais, je vais vous montrer. Et le plus dur, c'est pas vraiment ça, le plus dur c'est bah quand je suis genre dans ce territoire de merde avec mes chaussettes qui sont mouillées, tu vois, à Londres, et genre genre là de te dire bah peut-être qu'ils ont raison, Peut-être tu qu'ils vois. avaient raison. Ouais. Ouais. Et c'est là que c'est dur de rester dans ton truc et d'en avoir rien à foutre. Et ça demande de faire des sacrifices. Et genre, je me souviens, je leur parlais quasiment pas à ce moment-là. Tu vois, j'étais dans mon truc. Je les appelais une fois toutes les 2 semaines. Et dès qu'ils me parlaient de mon taf, je restais très vague. Et je faisais mon truc. Donc là, du coup, Covid, tout ça. Ouais. Tu rentres de Londres. Et à ce moment-là, dans quel état d'esprit t'es? Est-ce que t'es un peu perdu? Tu sais pas trop quoi faire, Bah, j'imagine. Covid, on était tous un peu perdus, je pense. Et moi, très très perdu pour le coup. Ouais. Genre, je me souviens, je voulais faire du snow. Du coup, je fais une saison dans les Alpes. Ok. Et je me dis, bah, ça va me permettre de faire un step back sur ma vie, de capter ce que je veux faire et tout. Là, à ce moment-là, t'avais un peu coffré de Londres et tout, t'avais de l'argent Pas de du côté ou pas du tout? Rien du tout. Ok. Ouais, non, j'avais rien. J'ai jamais été bon pour coffrer, même Ouais. aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai toujours favorisé les skills. Genre, je m'en fous Ouais. de coffrer, je veux avoir le skill. Parce que je me dis, une fois que je l'ai. Tu as réinvesti un peu tout. Mais en tout cas, quand je suis rentré de Londres, j'avais cette sérénité d'esprit où je me disais,
je pouvais toujours être commercial dans n'importe quelle industrie et faire de la thune. Et ça a pas de prix, tu vois. Donc je suis rentré, j'ai fait j'ai fait un essai dans une boîte pour vendre des panneaux solaires. Et en France, du coup. En France. Et en vrai, c'est assez marquant dans mon parcours parce que, genre, il y avait la période d'essai de 1 mois. Et je fais 3 semaines. Et j'ai réussi à faire 2 ventes. Des bons de commande à 40K, tu vois. Genre, vraiment stylé, tu vois. Genre, j'arrive à faire 6 000 € de commission. Et, genre, au moment où je fais ma deuxième vente, je me souviens, genre, mon manager, il m'appelle. Et genre, il me dit, ouais, félicitations et tout. Et genre, le lendemain, j'arrive au bureau et genre, il me casse les couilles, je sais pas pourquoi, genre, pour un truc de facture et tout. Et je me dis, ok, donc hier, tu me dis félicitations, t'es cool avec moi, et là, tu me casses les couilles pour des factures. Et genre, je l'aimais pas, ce mec, tu vois. Genre, à chaque fois que je lui parlais, je sentais que c'était un mec, genre, il était dans le système, il était dans la rat race, et il faisait tout pour faire plaisir à son patron et tout. Et genre, que tout ce qu'il faisait, en fait, sa relation avec moi, c'était juste par intérêt. Genre, en gros, si je vendais, il était cool avec moi, si je vendais pas, il était ingrat avec moi, tu vois. Et genre, j'ai cette remise en question, je me suis dit, waouh. Genre, je lui ai demandé, ok, si je me casse maintenant, est-ce que je vais avoir ma commission? Il m'a dit, non, tu l'auras pas. J'ai dit, ok, je me casse. Ah ouais? Ouais. Genre, j'étais en mode, gardez votre argent, je me casse, j'en ai rien à foutre, j'ai même pas demandé de thune, genre, je suis parti, tu vois. Ok. Et c'est là où je me suis dit, ok, genre, je peux pas. En fait, genre, je me sens pas bien dans le système. Et je voyais un mec qui était là depuis des années, genre, le gars, il était tout. C'était la victime de son manager, tu vois. Il était tout fébrile, tout comme ça. Il acceptait tout, ouais. Okay. Mais il se faisait chier dessus, genre un truc. Genre, tu te dis, mais comment tu peux accepter ça, tu vois? Et tu penses qu'il partait pas, pourquoi? Par peur? Bah, je pense qu'il avait pour espoir un jour que lui aussi il aurait pu être manager et que lui aussi il aurait pu chier sur quelqu'un d'autre et que le cercle se perpétuerait et qu'il voyait pas d'alternative et surtout il se disait en vrai, je gagne bien ma vie, si je dois supporter ça pour bien gagner ma vie, pourquoi pas, tu vois? Et par habitude. Mais moi, je voyais ça, j'étais outré, gros. J'étais en mode, mais laisse pas te parler comme ça, frère. Et ouais, c'est là où, genre, du coup, je suis parti dans les Alpes, j'ai fait une saison, grosse remise en question, et Covid est arrivé. Et pendant le Covid, du coup, là, j'étais vraiment dans ma chambre en train de réfléchir. Ok, il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Donc, j'ai lancé une boîte avec mon pote qui était venu manger chez moi. Bref. Ouais. J'ai lancé une boîte dans l'informatique, parce que j'avais quand même des skills. Et c'était en gros, on vendait un CRM ERP, open source qu'on avait fait. ERP, c'est quoi? ERP, c'est genre pour gérer ta team. En gros, c'est. Genre management. Ouais, c'est ça, ouais. C'est plus gestion des ressources humaines, tu vois. Par exemple, les emplois du temps, les trucs comme ça, mais genre tout mis dans un logiciel. Donc vous aviez quoi? Vous aviez développé vous-même le tout? Non, en fait, on était malin, genre. En gros, on a pris un truc open source. D'accord. Et puis on l'a mis à notre sauce. On a juste modifié 2-3 trucs. Et on l'a essayé sur la boîte de mon pote. Et ça fonctionnait bien. Et du coup, on s'est mis à le vendre à d'autres boîtes. Et vu que j'avais les skills de vente et que j'avais les skills d'informatique pour mettre en place les serveurs, bah ouais, c'était cool. Okay. Et en vrai, on a réussi à closer des clients alors que vraiment, c'était en mode. On les appelait à la fin, genre. C'était quoi là? C'était cold calling? Vous avez fait une liste de personnes qui pourraient être intéressées? Ouais, c'est ça. Vous les appelez? Cold call, et puis on a eu un contact d'un mec à une pote à ce moment-là qui connaissait un magasin de. Pas un magasin, mais genre une. Comment ça s'appelle? C'est ceux qui font les ongles là. Bref, un truc de manicure. Un institut de manicure. Ouais, voilà, une institut de manicure qui avait des problématiques dans ce truc-là. Et genre, elle allait ouvrir une franchise et s'étendre. Et elle voulait qu'on taffe avec elle parce qu'elle avait bien aimé notre produit. Okay. Et du coup, en fait, on avait une perspective d'évolution où, genre, je savais que si je travaillais dur sur ce projet-là, dans 3 mois, genre, on pouvait peut-être toucher 10K par mois. Genre, quasi sûr. Et il s'est passé un truc, genre, je pense que tu en avais entendu parler, genre, les serveurs d'OVH, ils avaient brûlé. Oui, mais ça remonte, ça. Mais oui, parce que à ce moment-là, moi, je faisais du dropshipping et j'avais des noms de domaine chez. Alors voilà. Non, j'avais pas chez OVH, mais bon, chez Yonos et tout. Donc oui, j'avais entendu parler, je me souviens. Ouais. Et ben, il y a eu ce truc-là au moment où genre ça commençait à bien marcher, tu vois. D'accord. Les serveurs ils brûlent. Et vous étiez j'avais pas de sauvegarde. J'étais chez OVH. Chez OVH. Ouais. Ah, dire. Et genre, je venais juste de signer mes clients et tout. Ils étaient tous en mode, mais qu'est-ce qui se passe là? Et donc, je dois passer une nuit blanche à tout réinstaller, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Et là, pendant la nuit blanche, je réinstalle tout. Et je me dis, non, en fait, non, j'ai clairement pas envie de faire ça. Et j'appelle mon associé, je lui dis, gros, j'arrête. J'arrête. Il me dit, tu vas faire quoi? Je lui dis, je sais pas. Il me dit, gros, en vrai. Et vraiment trop cool, ce mec, il m'a supporté tout le long, genre. Et c'est pour ça qu'on est très très potes aujourd'hui. Il me dit, gros, en vrai. Et il m'a compris pour le coup, genre, il était pas.
il avait un peu le seum, tu vois. Parce qu'on avait taffé dur dessus, il avait investi aussi beaucoup d'argent dans le projet. Mais il m'a dit, gros, en vrai, genre, lance un business de coaching en séduction, c'est là où t'es le meilleur. Et c'est là où, genre, t'auras pas de crise existentielle, puisque tu le fais déjà gratuitement, tu vois. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait arrêter ce projet de CRM du coup? C'était le fait que tu te voyais pas le faire pendant le long terme? Là, la perspective. En fait, pendant la nuit blanche, là où, genre, j'étais en train de refaire le serveur, Ouais. j'étais tellement saoulé. Et je me disais, attends, mais genre, qu'est-ce qui va se passer si ça marche et que, genre, dans 2 ans, t'as une boîte avec, genre, des salariés et tout, et que t'as ce genre de problème? On t'appelle, on dit, gros, genre là, faut refaire le serveur. Est-ce que c'est vraiment un problème que t'as envie de régler, tu vois? Ok. Est-ce que c'est un truc avec lequel t'es aligné? Ouais. Et la réponse, c'est non, tu vois. Ok. Genre, ça me cassait les couilles. Genre, je sentais que je faisais ça plus pour l'argent, pour l'opportunité, que parce que c'était vraiment moi, tu vois. Mm. Et genre, je réfléchissais à l'alternative et je me disais, ok, entre réparer un serveur qui vient de brûler ou être en boîte avec un mec et lui apprendre la séduction, quitte à se faire rejeter, à lui montrer exemple et tout, quel problème est-ce que tu te sens le plus aligné à régler? Ok. Et je prends 1000 fois être en boîte Ouais. à 3h du mat. Et je sais que ce problème-là, il y a très peu de gens qui peuvent le faire. Mais du coup, c'est un peu l'avantage injuste que j'ai, que genre, moi, je peux le faire, tu vois. Genre, je peux être avec 5h du mat à aborder des meufs et à aider mon client à avoir des résultats, tu vois. Et du coup, est-ce que c'était déjà un truc que tu avais en tête, de devenir coach en séduction, mais que tu avais un peu sur le côté, tu te disais ouais, ce serait cool, Ouais. mais t'osais pas, ou qu'est-ce qui t'empêchait, tu vois, par exemple, de l'avoir fait directement quand t'es rentré de Londres? Bah, c'était un peu, c'était un peu un rêve de gamin. Tu sais, moi, j'étais fan de la communauté des RSD, là. Ouais. Et genre, je me souviens quand j'étais plus RSD, jeune. pour ceux qui connaissent pas, c'était une grosse communauté de Ouais, la plus séduction grosse, ouais. Ouais. aux États-Unis et en anglais globalement, quoi. Yes, c'est ça. Et je me disais, ouais, je vais être coach RSD, tu vois. Parce qu'il y avait des mecs qui m'inspiraient de fou. Un qui est connu dans le business aussi, c'est Max Torno. Ouais. Qui à l'époque était coach chez RSD. Et genre, il a vraiment changé ma vie, ce mec-là. Genre, il faisait des conférences vraiment de dev perso, pas vraiment axées sur les meufs. Mais genre, il y a 2-3 vidéos qui m'ont marqué à vie, tu vois. Ok. Et du coup, j'avais envie d'être comme ce mec-là. J'avais envie de. Je sais pas, genre, il m'inspirait trop. Et je crois que dans le fond, j'avais pas assez confiance en moi pour me lancer. Mais du coup, genre là, c'était vraiment l'événement où, genre. C'est bon, tu vois, j'étais bon. Mes potes savaient que j'étais bon. Genre, tout le monde me disait que. Enfin, genre, j'avais des résultats, tu vois. J'étais pas non plus excellent, mais genre, j'étais assez bon pour coacher. Je savais coacher, je savais vendre. J'avais toutes les cartes en main maintenant Ouais. pour lancer mon business, tu vois. Ouais. Et j'avais pas de plan et tout, mais je me suis dit, ok, vas-y, je vais essayer. C'est marrant que t'aies pas eu peur de lancer une sorte de SaaS en gros. Ouais. Totalement inconscient. Aujourd'hui, Qui est un truc qui est Je pense- presque un peu plus compliqué, ouais. mais que t'avais peur. Est-ce que tu penses que c'était le fait que d'être coach, tu te vends toi-même et vraiment ton skill pur, alors que un SaaS, un logiciel, c'était tu vendais un produit, donc c'était pas toi? Est-ce que tu penses que ça venait de là ou pas du tout? Bah, en fait, je pense que c'était plus facile pour moi de vendre un produit parce que c'est tangible. Merci. Alors que vendre une compétence, c'est juste que moi, j'avais pas la croyance que je pouvais vraiment. Je disais, en fait, je vends de l'air, tu vois, parce que Ok. le mec, comment. Tu vois, tu lui vends le SaaS, il a le SaaS, Ouais, il peut faire ouais. quelque chose avec. Ouais. Tu lui vends un coaching, après, il faut délivrer. Donc, Ouais. ouais. Même à l'époque, en fait, j'avais jamais vraiment payé pour un coaching pour moi-même. Donc, j'avais pas vraiment cette croyance que l'industrie du coaching, ça fonctionnait vraiment. Mais j'avais cette croyance que le coaching marchait parce que à Londres, j'avais coaché beaucoup de gens et je savais, enfin, j'avais pris des mecs qui étaient nuls socialement et je leur ai appris à devenir bons pour faire des ventes. Donc, j'avais quand même pas mal confiance en moi là-dessus. Ok. Et c'était juste le moment parfait Ok. pour faire Donc ça. là, hop, fini le logiciel. Ouais. Tu te dis, let's go. J'appelle tous les clients, je leur dis j'arrête. Ok. C'était- Ils étaient vénères, vous les avez remboursés, vous avez fait comment? Ouais, on a remboursé. Ok. Ouais, c'était. Ouais, c'était bizarre. Mais bon. C'était intéressant comme expérience. Ouais, j'imagine. Mais je pense que c'est méga important d'avoir de faire des moves comme ça, genre. De suivre son intuition et Ouais. juste de le faire. Parce que sur le papier, c'est fou une mauvaise décision, tu vois. Genre, si tu prends le truc rationnellement. Ouais. Mais si tu suis ton intuition, c'est que dans le futur que tu peux te dire, ok, genre, j'ai vraiment bien fait de faire ça. Comment tu vois le truc entre ne pas se défocus, qui était peut-être un défocus, tu vois, de te dire, ah, en fait. L'entreprise, elle séduction- s'appelait Focus en plus. Ok. Donc, tu vois, c'est un truc qu'on en parle beaucoup dans l'entrepreneuriat,
de jamais se défocus, de rester, tu vois, focus sur un projet, même si tu passes par de l'adversité, etc. Ouais. Est-ce que tu penses que c'était un défocus à ce moment-là de se dire, ah, peut-être que là, tu vois, t'es passé par une première phase d'adversité qui était ce problème avec le serveur. Est-ce que tu penses que c'était vraiment une mauvaise décision et comment est-ce que tu vois le truc entre suivre son intuition et pas se défocus? Bah, en fait, si j'étais vraiment censé faire ce business de CRM, j'aurais pu arrêter et puis revenir plus tard, tu vois. Mais tu peux le savoir qu'en suivant ton intuition. Je pense qu'il y a que ton intuition qui. Je suis pas en train de donner des conseils ou quoi, genre je dis juste ce qui est vrai pour moi, tu vois. Je pense qu'il y a que mon intuition qui est vraie à l'instant présent et que elle est là pour m'aider à prendre les meilleures décisions possibles. Donc je l'ai su à l'instant T. Et puis si plus tard mon intuition me dit de revenir là-dedans, je reviendrai là-dedans, tu vois. Mais enfin, j'avais 21 ans, tu vois, genre j'ai quoi à perdre. Au pire, j'ai juste 2-3 mecs qui sont vénères parce que j'ai arrêté le truc. C'est tout, tu vois. Ça, c'est intéressant. Je sais pas si t'as déjà lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est un des premiers livres audio que j'avais acheté. Ok, c'est un des premiers livres business que j'ai lu aussi. C'est un livre, il y a plein de gens qui vont en parler, qui vont le vanner et tout. Moi, je trouve que les livres comme ça, genre Père riche, Père pauvre et tout, c'est des bons livres parce que ça te pète des croyances, tu vois, que t'aurais pu avoir. Et dedans, je me souviens, Tim Ferriss, il parlait de ce côté capter les risques. Qu'en vrai, on surestime souvent les risques, alors qu'en vrai, t'as plein de trucs, je sais pas, faire le tour du monde. En vrai, t'as pas tant de risques que ça. Il y a plein de gens qui rêveraient de le faire et qui le font pas parce qu'ils se focus sur les risques. Et toi, tu t'es plus concentré sur l'opportunité que tu pouvais avoir. Et tu t'es dit, en vrai, les risques, c'est quoi? C'est que je dois repartir dans les CRM après, c'est ça? Ouais. Ok. En fait, ouais, j'en savais rien. Je t'avoue que j'ai pas trop réfléchi au risque. Ok, ouais, t'étais full intuition, je fais ce que j'ai envie de faire, quoi. Ouais. Moi, je voulais juste être heureux. Je voulais juste être, même pas heureux, en paix avec moi-même. Ok. Et je me sentais pas en paix à ce moment-là. Ok. J'aime bien, moi je trouve que c'est un peu sous-estimé. Il y a plein de gens qui en parlent pas, tu vois, dans l'entrepreneuriat, ce truc de. En fait, faire un truc qu'au final tu kiffes un peu, tu vois. Parce qu'on parle tout le temps de faire du business, en vrai, fais juste un truc qui te fait de l'argent et tout. Ouais, mais bon, si tu fais de l'argent pour être malheureux, en vrai, c'est bien sûr. rien, quoi. Bien sûr, ouais. Et tu sais pas vraiment qui. En fait, ça te permet aussi de découvrir qui t'es, tu vois. Genre, tu peux tenter quelque chose et te rendre compte que ça te correspond pas du tout et aller sur quelque chose d'autre. Genre, par exemple, réparer des téléphones et les revendre, c'est pas mon. Genre. Ah, tu kiffes pas Bah, je trouvais ça. T'es pas fan de réparer des téléphones? En fait, c'est l'aspect entrepreneuriat que je trouvais ça cool. Mais j'étais pas particulièrement talentueux. J'ai niqué des téléphones comme ça, tu vois. D'ailleurs, ça s'est fini comme ça, les trucs. Genre, j'avais mis toute ma thune pour acheter un iPhone 7 à l'époque, qui était le dernier iPhone. Je me dis, ouais, là, c'est un gros truc, là. Si j'arrive à le réparer et de le revendre, genre, je fais x2 sur ma mise, tu vois. Et genre, je mets toute ma thune là-dedans et j'ai oublié de l'éteindre. Et du coup, genre, je change l'écran, j'enlève la batterie sans l'éteindre et je remets la batterie, je change l'écran et il marche plus. Ah, j'ai plus d'argent. Oh, les refs. J'ai dit, bon, bah, tant pis. Ouais, c'était chiant. Mais ouais, tu vois, genre quand je faisais ça, je me sentais pas. En fait, c'est surtout ça. Je pense que le plus important, c'est de comprendre dans quelle discipline est-ce que tu arrives à atteindre l'état de flow le plus souvent possible. Ok. Et je sais que l'état de flow, le plus souvent que je peux avoir, genre là, c'est dans une conversation, tu vois, c'est dans un truc sociable, ou genre même dans un sales call ou dans une conversation de sales. Genre, c'est là où je suis vraiment méga focus. Genre, je perds la notion du temps. Et que même, je dirais même que je pourrais faire ça gratuitement, tu vois. Alors que le serveur, je pourrais pas le faire gratuitement, tu vois. Ok. Peut-être quand j'étais plus jeune, ouais, quand j'étais un geek, mais genre là, ça me correspondait plus. Pendant que je le faisais, j'étais en train de me dire, j'ai envie de sortir, tu vois. J'ai envie d'être en boîte, là. Ouais, donc en fait, t'étais défocus de faire le CRM, limite. Ouais. Par rapport à ce que ton intuition et ta propre personne voulait faire, au final. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est intéressant, tu vois, parce que dans le défocus, je sais pas, quand quelqu'un qui fait du dropshipping, qui se dit putain, maintenant faut que j'aille dans la crypto, parce qu'il a l'impression qu'en fait il y a plus de cash dans la crypto. Ça, c'est un problème chez beaucoup de jeunes entrepreneurs, tu sais, qui sont trop focus sur l'argent. Du coup, ils se défocus parce qu'ils ont l'impression qu'il y a plus d'argent, tu vois, dans un autre business. Mais toi, en fait, tu faisais plus un truc que tu kiffais faire. Et il y a moins de défocus dans cette histoire, au final, parce que c'était plus un truc passion, presque. Ouais, et je trouve que le gros problème qu'il y a dans l'entrepreneuriat et comment c'est vendu, c'est que on te vend tout le temps une opportunité au lieu de te vendre des skills. Et que le vrai truc qui va faire que tu vas être que ça va fonctionner pour toi,
je suis pas milliardaire, hein, mais c'est que genre t'es les skills. Mm. Et j'ai toujours valorisé ça beaucoup plus que. Et je pense que c'est grâce au game, en fait, à la communauté de séduction, que j'ai. Bah, tu sais, c'est un truc. C'est tangible. Genre, t'arrives à avoir plus de résultats avec les femmes si t'arrives à avoir le skill set. Et du coup, j'ai jamais été. Tu vois, quand je vois une ad, on dit ouais, nouvelle opportunité crypto-monnaie ou dropshipping. Je dis ouais, vas-y, c'est bon. Genre, non, moi je veux un truc. Ouais. Je veux savoir vendre. Une fois que je sais vendre, c'est bon. L'argent, elle va arriver, tu vois. Une fois que je sais faire du marketing, l'argent, elle va arriver. Ok. Ouais, non, je pense que t'as raison. Ouais. Là, c'est le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être intéressés par les skills puisqu'ils veulent un truc rapide, un truc. Ouais. Tu claques des doigts et t'as l'argent sur ton compte en banque et qui sont pas prêts, justement, qui n'ont pas l'état d'esprit de passer par toute cette adversité. Parce qu'effectivement, on le sait, en vrai, quand tu veux réussir, c'est juste beaucoup de taf. Et tu y arriveras dans tous les cas, qu'importe ce que tu fais, si tu taffes assez intelligemment et assez longtemps sur le temps. Mais il y a des gens qui vendent l'opportunité, c'est aussi qu'il y a des gens qui achètent. Ouais. Et après, la question, c'est qui est-ce que tu blâmes? Est-ce que tu blâmes le vendeur de l'appel ou est-ce que tu blâmes ceux qui veulent aller chercher l'or, quoi? Bah. Non, mais après, même moi, dans le marketing, je suis obligé de faire ça et d'aller chercher les gens là où ils sont, tu vois. Ouais. On dit, ouais, il y a une opportunité. Et après, je les amène à travailler sur le skills parce que c'est plus vendeur, forcément. Mais ouais, quand je dis ça, c'est plus un conseil que je me donnerai à moi-même ou à des jeunes entrepreneurs qui se sentent un peu défocus, qui ont un peu syndrome de l'objet brillant. De se dire, on s'en fout, genre, concentre-toi juste sur le skill et ça viendra, tu vois. Genre, quand j'étais en train de faire du porte-à-porte, je me disais pas, j'avais aucune idée de comment j'allais faire de l'argent, tu vois. Mais je savais juste que cette compétence-là, elle allait me servir. Genre, j'avais juste cette certitude-là. Okay. Donc, je m'en foutais, en fait. J'étais juste focus sur. En fait, il y avait rien d'autre qui m'importait plus que d'être meilleur en vente. Je lisais des livres audio, enfin, j'écoutais des livres audio sur la vente. J'étais juste matrixé par ça tout le temps. Ça revient à ce qu'on disait sur avoir le skill profond. Ouais. En fait, tu peux le réutiliser n'importe où. Ok. Et du coup, donc là, fin du logiciel, début coaching en séduction. Ouais. Là, on rentre dans le sujet. Dans le dur, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, comme je t'ai dit, j'avais dans mon répertoire plein de skills. J'avais vraiment tout pour réussir à ce moment-là. Le seul truc qui me manquait vraiment, c'était la croyance. Parce que, en gros, tous les projets que j'ai lancés, il y avait tout le temps un petit truc, mais tu vois, ça avait jamais vraiment décollé. Et là, je me suis mis à fond. Et encore une fois, genre, grosse chance, l'entourage important, tu vois, genre. Mon pote en question, Emric, genre, il croyait en moi de fou, tu vois. Il croyait en moi plus que moi, je croyais en moi. Okay. Parce que il connaissait tout mon parcours. Il savait que j'étais bon en vente, il savait que j'étais bon en séduction. Genre, j'étais bon en coaching aussi. Donc, genre, il arrêtait pas de m'encourager, tu vois. Je me suis dit, vas-y, sa mère, je vais le faire. Donc, je le coach en premier. C'est la première personne que je coach. Donc là, gratuitement? Gratuitement. D'accord. Ah non, il m'a payé. Parce que gratuitement, le problème, c'est que du coup, il passait par l'action, tu vois. Donc, ah, ok, intéressant. Ouais. On a tenté gratuitement, ça fonctionnait pas trop. Donc, il a payé plus pour lui se forcer à. Pour ça, et aussi pour que je prenne confiance en moi. Okay, genre, cool. pour qu'il se dise. Parce qu'il croyait en moi, tu vois. Il dit... Bon pote, ouais. Ouais, vraiment bon pote. Ouais. Très très bon pote. Mais je l'ai rencontré en plus à Bordeaux. Cool. Ouais. J'ai fait un podcast avec lui. En vrai, tu devrais l'inviter. Hein. Je pense qu'il a plein de trucs intéressants. Avec grand plaisir. Parce qu'il a un business dans le réel, quoi, solide. Et il fait dans la propreté. La propreté. Ouais. Du coup, donc je le coach. Et je me suis dit, je voulais juste un bon testimonial, tu vois. Et le truc, c'est que dans cette communauté-là, tout le monde se connaît un peu. Et même moi, je commençais à être. Enfin, genre, sur Bordeaux, vu que je sortais beaucoup et que j'avais du résultat, les gens me connaissaient un petit peu, tu vois. Ils savaient que je sortais. Donc, je sors avec lui quasiment tous les jours dans la rue. Je lui montre comment aborder des meufs et tout. Et j'apprends à coacher, tu vois, comme ça, il arrive à avoir des résultats et tout. Et je croise un mec avec qui j'étais sorti, je pense, 1 ou 2 fois dans le passé, qui était avec un autre mec que je connaissais aussi de loin, tu vois, dans cette communauté-là. Je les croise et genre, c'est vraiment l'univers qui m'offre sur un plateau d'argent cette chose-là, genre. Je les croise et il me dit, genre, ouais, ça va et tout, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je venais de rentrer de Londres, tout ça. Je leur dis, ouais, comment ça se passe pour vous? Et là, ils me disent, mec, on a arrêté le game, donc le fait d'aborder des meufs, ça marche pas pour nous, ça fait des années qu'on persiste, et on n'y arrive pas, du coup, on veut se recentrer sur un truc plus spirituel, peut-être travailler sur nous, et puis les filles viendront à nous, tu vois. Okay. Et moi, je suis en mode... Ah, ok, cool. Moi, je suis en train de coacher mon pote, là, il vient de faire un rendez-vous instantané avec une meuf qu'il vient de rencontrer dans la rue. En vrai, ça se passe bien et tout.
Et genre, ouais, dis-leur toi comment ça se passe pour toi parce que tu viens juste de commencer. Et il leur explique les résultats qu'il arrive à obtenir grâce au coaching. Et les deux, ils sont en mode, ah ouais, vraiment? Et je leur dis, ouais, en vrai, les gars, si vous voulez essayer, moi, je commence. Donc, les tarots, ils sont genre très très faibles. Et je peux vous coacher pour pas cher, tu vois. Et je rentre chez moi et je reçois un message d'eux. Ils disent, ouais, vas-y, on est chaud d'essayer, tu vois. Et donc, je les close pour 200 € chacun. Ok. Pour genre les coacher sur des sessions d'après-midi. Combien de temps environ le temps de coaching? Je faisais une formule. En gros, ils avaient 4 heures par semaine et c'était 200 € par mois. Pas très cher. Ouais. Vraiment pas cher du tout. Ouais. Mais c'est bien, c'est les premiers clients. De vous, ouais. Et en vrai, tu closes quand même 400 €. Bah, c'est cool quand tu tes pars premiers de rien. vrais, Et j'étais pas clients, greedy, moi je voulais juste coacher des. Pareil, tu vois, genre j'étais focus sur le skill. Mm. Je me suis dit, si je deviens un bon coach, l'argent elle va venir, tu vois. Donc là, il me faut juste des mecs que je peux coacher. Et du coup, j'ai accepté ça. J'arrive à faire en sorte qu'ils aient des rendez-vous instantanés. Donc ils rencontrent une fille dans la rue, ils partent direct prendre un verre avec elle. Ok. Et il y en a un, il arrive même à rentrer avec une fille. Il n'arrive pas à conclure avec elle, mais il rentre avec une fille en 1 heure. Il avait jamais fait ça de sa vie, tu vois. Et du coup, là, je prends vraiment confiance en moi. Et en plus, bah, il connaissait forcément d'autres mecs dans la communauté. Donc, à chaque fois, je coachais quelqu'un, il me ramenait quelqu'un d'autre. Qui me ramenait Référent. quelqu'un d'autre, qui me ramenait quelqu'un d'autre. Genre, sans que je fasse rien, tu vois. Ok. Et vu que j'étais bon en vente aussi, genre, je leur disais juste, vas-y, viens, on prend un café ensemble et on discute de ta situation et je vois si je peux t'aider. Et je le closais de façon ultra naturelle. En fait, genre, j'étais juste, ouais, bon, je montrais les photos de mes clients qui avaient des rendez-vous. Je leur expliquais ce qu'on avait fait pour qu'ils réussissent à faire ça. Je leur disais, si tu veux, je peux t'aider. En plus, c'est pas cher vu que je commence, tu vois. Donc, si on parle en termes marketing, en gros, tu trouves un product market fit Ouais. très rapidement. Parce que ça se traduit par beaucoup de référents et une traction Ouais. très rapide sans faire trop d'efforts. Donc, en gros, bah, tu as des clients, ton produit il fonctionne, les gens ils kiffent, ils te ramènent d'autres personnes. Ouais. Et chaque personne te ramène d'autres personnes. Et en gros, tu commences à te faire un petit nom sur Bordeaux, c'est ça? Ouais. Mais faut préciser aussi que par rapport à ce qui se fait sur le marché, je donnais mon cul, genre. Ouais, Dans le bah, sens- oui, ouais. j'imagine. Ouais. Genre, Mais mais j'avais pas peur de faire ça. en soi, quand tu regardes tu vois, les stratégies de ce qu'on appelle go-to-market, donc c'est-à-dire quand tu prends un MVP et que tu le lances sur le marché, bah souvent, il faut que tu trouves ton avantage concurrentiel. Et Ouais. sur un marché concurrentiel, un marché presque saturé, tu l'appelles comme tu veux, Ouais. il faut que tu trouves une offre qui bat la concurrence, tu vois. Ouais. Je sais pas, en e-commerce, tu vas trouver qu'en fait, ton concurrent, il vend un t-shirt pour 30 balles et que toi, tu arrives, tu dis bah, une offre à 3 t-shirts pour 30 balles. D'un coup, forcément, ton offre, elle est meilleure, quoi. Ouais. Donc, c'est ce que tu fais au début pour arriver sur le marché. C'est smart, c'est normal. Ouais. Ouais. Mais ça, je le vois dans des mecs qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est que ils veulent pas passer par cette phase-là. Et du coup, bah, ça décolle pas, tu vois. Bah Parce ouais, qu'ils ils refusent de arrivent. travailler. Ils disent non. Mais ouais, mais ça, c'est le problème des gourous. C'est qu'en gros, le gourou, il leur vend des trucs à 3K, 5K, machin. Et eux, ils comprennent pas qu'il faut passer d'abord par Ouais. la phase de créer ton produit, etc. Et ça revient à la même chose qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Genre, ils regardent trop l'opportunité plutôt que de regarder le skill. Ouais. Et moi, je me souvenais de mes années à Londres où je savais que c'était le skill qui était le plus important et que c'était ça qui allait me rémunérer dans le futur. Aujourd'hui, pour passer une après-midi avec moi, c'est entre 2 et 5K, tu vois. Mm. Mais à l'époque, j'étais OK de prendre 50 € pour une après-midi parce que je savais que si j'étais le meilleur coach, tout allait s'aligner. Et je me donnais à fond, tu vois. Genre, la prestation que je leur donnais, c'était une prestation en termes d'investissement émotionnel que je mettais dedans, et genre, ça pouvait être vendu 10K, tu vois, si j'avais la renommée à l'époque, tu vois, si j'avais le branding et tout. Et j'arrivais tout le temps, en fait, genre là où je m'étais fait connaître, c'est que à l'époque, dans la communauté en France, il y avait très peu de mecs qui arrivaient à faire des rendez-vous instantanés, tu vois, des dates, Ok. des instant dates. Genre, ils abordaient des filles, ils prenaient leur numéro et essayaient de les revoir plus tard. Et moi, à chaque fois que je coachais quelqu'un, il partait prendre un verre avec les meufs et je prenais des photos de lui dans le bar en train de prendre un verre avec. J'étais connu par les serveurs du bar. Je crois que j'étais assis comme ça, j'écoutais leur interaction. Et les concurrents à ce moment-là, c'était quoi? C'était qui? Comment est-ce qu'ils faisaient leur marketing? Comment est-ce qu'ils trouvaient des clients? Parce que ce que tu viens de dire, ils étaient moins bons que toi, sûrement. En tout cas, peut-être en coaching. Mais pourquoi est-ce qu'ils avaient plus de clients à ce moment-là? Ouais, en gros, déjà, l'avantage injuste que j'avais par rapport au coaching, c'est que j'avais beaucoup coaché en porte-à-porte. Et du coup, je savais comment motiver quelqu'un, comment lui apprendre vraiment la compétence. Ouais. Je montrais beaucoup l'exemple. Et c'est ça qui a fait la différence. Sinon, mes concurrents, c'était Road to Condor, Yann Piette, les Bicheurs à l'époque, trucs comme ça.
Et, et eux, ils étaient déjà installés dans le marché depuis longtemps. En fait, l'avantage injuste que j'avais, c'est que vu qu'eux, ils étaient installés dans le marché et qu'ils avaient une grosse communauté et tout, ils n'avaient pas vraiment la dalle comme moi. Et du coup, moi, dans chaque coaching, je donnais ma vie, tu vois. Ok. Et j'avais en plus cet avantage injuste de skill en termes de coaching, où en vrai, genre, là où je me différenciais sur mon produit, c'est qu'en termes de coaching pur, j'étais vraiment très bon. Genre, Ok. je vendais pas, c'était pas beaucoup de marketing et très peu de coaching, c'était beaucoup de coaching. Du coup, ils arrivaient à avoir des résultats, et je faisais ça vraiment pas cher. En vrai, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, j'ai réussi à avoir 10 clients. Du coup, 10 clients, 200 balles par mois, coaché Donc 4 en heures par mensuel. semaine. En mensuel, ouais. Ok, ça c'est ouf. Genre, je faisais 2K. J'avais même pas encore de micro-entreprise, tu vois. Genre, je faisais 2K au black comme ça. Après, j'ai déclaré, vous inquiétez pas. Mais ouais, genre, c'était fou pour moi, tu vois. Bah De se ouais. dire, putain. Et genre, c'est là où j'ai vraiment pris confiance en moi. Je me dis, ok, genre, je peux faire quelque chose avec ça. Euh, mais par contre, je travaillais vraiment beaucoup. Je travaillais vraiment beaucoup. Et vu que j'avais peur aussi de pas avoir de clients, à côté de ça, je faisais aussi du porte-à-porte Ok, donc à t'avais Bordeaux. aussi repris le porte-à-porte. Ouais, à Bordeaux, D'accord. avec un contact que je connaissais, qu'on s'était rencontré à Londres, qui était dans la même industrie. Et genre, je m'étais arrangé avec lui pour travailler 3 jours par semaine. Et juste pour voir vraiment sécure de la thune à côté, tu vois. Ok. Donc, mais je travaillais vraiment beaucoup à cette époque-là, hein, genre, Tu vivais encore chez tes parents ou t'avais pris un je vivais appart? encore chez mes parents. Ouais. D'accord. Je vivais encore chez mes parents, j'avais pris une voiture. Et en gros, j'allais à 9h au bureau, du lundi au mercredi, jusqu'à 21h faire du porte-à-porte. Et ça me permettait de me faire à peu près 800 € par mois, Ok. en travaillant 3 jours par semaine. Et après, les soirs, en fait, genre, même, genre, à 21h, je retournais à Bordeaux dans le centre. J'allais coacher un mec pendant 1 heure ou deux, puis après, je rentrais chez moi. Et le lendemain, je repartais faire la même chose. Ça devait être. Parce que du coup, t'avais 10 clients avec 4 heures par semaine, c'est Ouais, ça? c'est ça. Je devais Ah ouais. m'arranger, tu vois, tout T'as le temps. 40 heures à donner par semaine à tes Ouais. clients. Ah ouais. Et je dépassais, hein, je dépassais souvent. Hein. Ok, et en plus, parce que tes clients, j'imagine qu'ils voulaient sortir en soirée, comment tu faisais Ouais. les soirées? Parce que t'as Bah, globalement c'est pour que ça qu'en 3 fait, soirs je environ où ça faisais sort du beaucoup. lundi au mercredi, je taffais la journée porte-à-porte. Ouais. Et après, du jeudi au dimanche, je faisais beaucoup de soirées. Donc, je sortais dans des bars, en boîte et tout. Là, pour avancer un peu, donc là, en gros, t'as les clients, qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu te dis quoi? Tu te dis, bon, ok, on va continuer. Euh, Comment tu scales encore plus l'activité maintenant que t'as capté et que t'as pris confiance en toi? Bah là, je me suis dit, le next step, ce serait de me faire coacher pour être vraiment, vraiment meilleur. Ok. Pour être le meilleur sur le marché. Donc, je vais chercher les meilleurs qui pouvaient me coacher sur le marché. Je voulais prendre un coaching avec Balex à l'époque. Donc, je lui envoie un message. Il me dit, non, moi, je fais plus. Mais par contre, j'ai des potes qui font. Donc, John et Aurel sur le groupe Révélation. Je les DM. Ils me proposent de me coacher. J'accepte. Mais ça, c'était. En vrai, c'était quand même avant que ça fonctionne bien. C'était. Chronologiquement, c'était quand je venais de closer les deux mecs là. D'accord. Donc là, Pour en gros, 200 balles. pour prendre confiance en toi, tu te dis, ok, je vais me faire coacher. Ouais, Ok, je vais me faire coacher. Ouais. ok. Donc, je passais ma vie à game et à coacher. Et je me suis dit, ok, je vais me faire coacher. Et même juste pour être autour d'eux et comprendre comment est-ce que eux ils Comment- font pour avoir un business qui tourne Parce bien. que Tu vois. eux, ils faisaient déjà de l'argent, etc. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, je prends un coaching avec eux. C'était combien le coaching? C'était 3 400 €. Et t'avais l'argent J'avais pas l'argent du tout. D'accord. J'avais pas du tout l'argent. Non, je venais juste de closer les deux mecs là, 400 balles. T'as fait comment pour payer? J'ai mis un acompte. J'aurais dit, ouais, les gars, je suis chaud, mais j'ai pas l'argent pour l'instant. Je vais mettre un acompte et je trouve un moyen. Ok. Ils m'ont dit, ok. Et encore une fois, incroyable. Emery qui me dit, gros, si tu veux, parce que son entreprise elle commence à bien marcher et tout. Il me dit, si tu veux, je te prête l'argent, gros, y a pas de souci, tu vois. Si derrière tu me coaches, c'est ok. Et donc, il m'a proposé de me prêter l'argent. J'ai mis la compte. Je suis parti à Paris faire le coaching. Quand je suis parti à Paris, j'avais même pas d'argent pour prendre de beurre et tout, gros. J'étais fauché, mais comme le blé, quoi. La voilà game, quoi. Ouais, vraiment en mode YOLO, quoi. Je fais ce coaching. Et j'arrive à avoir des très très bons résultats parce que j'avais la dalle de fou, tu vois. Genre, j'avais un pourquoi qui était fort. Hmm. Genre, je savais déjà que je voulais obtenir ce skill qui était important pour moi depuis des années sur lequel je travaillais dur. La première fois que j'ai les couilles d'investir dans un coaching, parce qu'en vrai, avant, j'avais toujours cette croyance limitante, je me disais, ouais, je peux le faire tout seul. Mais là, je me dis, non, vas-y, arrête tes conneries, paye pour gagner du temps. Et, et aussi, je voulais apprendre un maximum en termes de business pour pouvoir lancer mon business derrière. J'étais très honnête avec eux, je leur ai dit, ouais, j'ai un business de coaching, j'ai envie de faire en sorte que ça marche, j'ai envie d'atteindre le next step, est-ce que vous pouvez m'aider? Tout ce que vous m'enseignez, je vais le réenseigner derrière. Ils m'ont dit, ouais, t'inquiète, pas de souci. Et je suis venu et j'étais vraiment le meilleur élève qu'ils avaient jamais eu.
j'avais fait une perf assez. Enfin, qui était pas mal. Genre, le dimanche, j'avais daté 3 meufs dans la même après-midi. Ok. Et du coup, genre, je rentrais avec elles. On faisait nos bails dans l'appart. Je sais pas à quel point on peut parler tout ici, dire. on peut tout dire. C'est bien. Ouais, je Y a rentre pas de avec tabou chez elle, moi. je conclue avec elle, je redescends, je vois une deuxième meuf, je rentre avec elle, je conclue avec elle, je redescends, je vois une troisième meuf, je rentre avec elle, là j'arrivais plus à conclure parce que j'avais plus d'énergie. Mais ouais, c'était assez drôle. Ok, donc ouais, tu sors une performance de Ronaldo en 2014, quoi. Ouais. Ok. Et puis du coup, genre les mecs qui m'avaient coaché, ils se disent ouais, ce mec-là, il est chaud quand même, tu vois. Et donc, ils se souvenaient de moi, tu vois. Et j'avais une bonne image à leurs yeux. Ok. Et du coup, je leur propose. Et là, je pense qu'il y a aussi du learning aussi. Et encore une fois, à chaque fois, j'étais juste en train de suivre mon intuition. J'étais pas calculateur en mode je vais faire ça pour obtenir ça, pour obtenir ça. Je disais juste si je peux être proche d'eux et si je peux les aider, ça va, l'univers va me le rendre, tu vois. Donc, attends, là c'était. T'avais déjà en gros, tu finis le coaching, ça se passe très très bien, tu rentres à Bordeaux, tu commences à faire de plus en plus de coaching à Ouais, Bordeaux. mais j'avais pas encore les 10 clients. Là, c'était en train de se faire là. Je Ok, coachais des mecs. après le coaching. Ouais, après le coaching. Ok, Ouais. ok. Mais du coup, je leur propose à John et Aurel qui m'avaient coaché à l'époque, je leur dis ouais, vous êtes chaud, si vous voulez, je vous fais un testimonial et tout dans le live. Ils me disent ouais, vas-y, let's go, parce que c'est quand même stylé les résultats que j'ai obtenus, ça allait Ouais. leur apporter plus de clients. Du coup, je leur fais le testimonial dans un live et ensuite je leur propose d'être coach assistant pour eux. Parce Ok. qu'en gros, ils allaient arrêter dans 2 mois et je leur dis. Donc là, j'ai repéré tous les trucs dans leur offre qui pourraient être améliorés Ok. et je me suis dit quelle est la valeur que je peux ajouter, tu vois. Et je leur ai fait une offre irrésistible à Alex Hormozy, sans savoir que ça existait à l'époque, tu vois. Je me suis dit, ok, comment je peux vraiment les aider? Et je leur ai envoyé un message aux deux. Je leur ai dit, ouais, j'ai vraiment kiffé le coaching et j'aimerais vous aider aussi pour apprendre à vos côtés avant que vous partiez. Du coup, j'ai pris en note toutes les choses sur lesquelles je pourrais vous aider. Donc j'ai vraiment fait une liste ultra exhaustive de ce que je pouvais faire pour eux. Genre, ça allait jusqu'à, ouais les gars, dès que vous êtes fatigués, je vais vous acheter un café, je vous le ramène. Parce que j'ai D'accord. vu pendant le coaching des fois que vous étiez fatigués. Genre, ouais, c'était chiant pour récupérer les clés du Airbnb, je vais le chercher dès que j'arrive. Je vais accueillir les clients à l'aéroport ou à la gare parce qu'ils faisaient des coachings à l'étranger. Les emmener au Airbnb, comme ça vous n'avez pas besoin de vous faire chier. En gros, je voulais leur faciliter la vie au maximum pour qu'ils aient pas besoin de réfléchir. Genre organiser pour aller au resto avec les clients, parce qu'en gros, ils offraient des week-ends de coaching. Ramener du matériel pour filmer, des caméras cachées des clients, mes micros, etc. Et j'ai fait une liste, en fait, genre, c'est impossible de dire non, tu vois. Genre, je leur rendais leur travail tellement plus simple. Et en plus de ça, je coachais aussi pour eux, tu vois. Et tu demandais une rémunération ou juste Non. qu'ils te payent Non, j'ai demandé aucune rémunération. Je leur ai dit, je fais ça gratuitement, je paye mon billet d'avion et je paye même ma place du Airbnb. Donc Ok. en gros, pour eux, ça leur revenait. Ils faisaient même du bénéf là-dessus, Ouais. tu vois. Ouais, Euh, donc, ouais, en fait, s'ils avaient aucune raison de dire non. Ok. Mais ça, c'est intéressant, tu vois, parce qu'encore une fois, ce que tu disais tout à l'heure, plein de gens qui vont pas passer par ça, quoi. Ouais. Et pour trouver des mentors ou des gens qui vont t'accompagner, qui vont t'aider, bah, en fait, il faut leur montrer que tu as envie de faire les choses. Et tu vois, par exemple, dans le freelancing ou la vente de services ou le coaching, personne est chaud pour leurs 3 premiers clients de le faire gratuit, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, bah, ouais, tu te dévalorises, j'arrive Ouais. plus à parler, merci, mais sur le long terme, c'est un choix qui est incroyable et qui va te faire avancer beaucoup plus vite. Ouais, Là, bien c'est ce sûr. que tu fais, en plus tu le fais super bien, donc c'est très stylé, ouais. En fait, j'avais eu la chance de comprendre l'importance d'avoir des mentors quand j'étais à Londres. Ouais. Quand j'avais appris le porte-à-porte. Et du coup, je savais que si je gravitais autour de ces gens-là et que je récupérais toute la value possible, j'allais être bien. Et je suivais juste mon intuition à ce moment-là. Donc, pareil, j'avais pas d'argent, mais j'étais en mode, vas-y, t'inquiète, je vais payer le Airbnb et tout. Mm. Et j'ai été smart sur un truc aussi, je leur ai dit, est-ce qu'il y a moyen de payer le coaching en closant des gens pour vous? Genre, je close des gens pour vous et on prend 20% de ce que j'ai closé. Et du coup, ça permet de payer donc l'argent que je vous dois. On dit, bah vas-y, ok, tu vois, ils ont rien à perdre et ils ont pas besoin de prendre de sales calls. Et vu que j'étais bon en vente, bah du coup, j'ai bombardé, j'ai envoyé des messages partout sur le. Ils avaient un groupe Sur le Facebook groupe à l'époque. Facebook, ok, ouais. Ouais, je closais des gens, j'ai closé des potes à moi et du coup, en gros, mon coaching, il a été rémunéré juste en closant des gens. Ok, d'accord. Et je me retrouve à partir, donc je fais trois coachings avec eux. Un à Barcelone, un autre à Budapest et un autre.
Je sais plus où. En France, je crois. Ouais, à Paris. Ouais, je fais 3 coachings avec eux. Et là, mon objectif, c'était de les aider au maximum et juste être autour d'eux pour apprendre d'eux. Et en vrai, j'ai même pas tant posé de questions que ça. Parce que je voulais pas être chiant, tu vois. Mais genre, je prenais des notes à mort sur tout ce qu'ils faisaient, tu vois. Sur comment est-ce qu'ils réagissaient quand ils parlaient avec leurs clients, sur comment est-ce qu'ils réagissaient quand ils faisaient face à de l'adversité, sur comment est-ce qu'ils se comportaient quand ils parlaient avec des meufs, etc. Et genre, j'étais tout le temps soit en train de prendre des notes, soit en train de coacher. Ok. Ou de temps en temps, j'avais des conversations avec eux et ils m'aidaient naturellement, en fait, parce que j'étais tout le temps en train de les aider. Et je mettais une énergie de dingue aussi pour aider les clients. Je me souviens qu'à Barcelone, c'était l'époque du Covid. Enfin, c'était le truc de couvre-feu et tout. Du coup, il n'y avait pas de boîte. Et c'était chiant pour les coachings parce que le but, c'est qu'ils fassent un maximum d'interaction nos clients. Donc, je sortais dans la rue et j'allais aborder tout le monde avec une enceinte. Et je leur proposais de venir en after au Airbnb. Et du coup, genre, j'étais en mode promoteur, le cliché du promoteur. Et genre, j'ai ramené, je sais pas, 30 personnes à l'appart, tu vois. Ça, c'est ouf. Et du coup, ça les mettait bien, tu vois, pour le coaching. Ils avaient rien à faire. Ils étaient là, et ils coachaient les mecs. Et j'étais méga investi dans le coaching, plus que, tu vois, genre, j'étais vraiment dans les tranchées en mode, j'allais aborder, j'allais wing les clients, etc. Et même d'ailleurs, il y en a quasiment tous les clients que j'ai coachés là-bas. Au final, ensuite, maintenant, c'est devenu mes clients. Ok. Parce qu'ils ont vu la compétence et l'énergie que j'y mettais. Ouais. Ok, c'est ouf. Du coup, ouais, donc je les assiste comme ça sur quelques coachings et je rentre en France et c'est là où genre vraiment, je prends vraiment bien confiance en moi et que j'arrive dans le même mois que j'arrive à faire 2000 € par mois et que donc j'arrête le truc de porte à porte et que je suis à fond là-dedans. Okay. Et ils arrêtent complètement donc John et Aurel leur business de coaching et du coup ils me proposent naturellement et ils disent ouais, est-ce que ça te dirait de le récupérer, tu vois. Donc récupérer leur business, tous leurs assets marketing, etc. En gros, récupérer leur groupe Facebook avec, il y avait 1000 leads, 1000 prospects qualifiés, tu vois. Ok. Et c'était une décision qui était dure à prendre parce que du coup, ils me vendaient le groupe, forcément, c'était pas gratuit. Et il m'avait fait bon, on peut en parler, on s'en fout. Il m'avait proposé 10K à l'époque pour me vendre le groupe Facebook. Et moi, j'avais aucune compétence en marketing. Genre, je savais pas ce que ça valait, tu vois. Et donc j'appelle des potes, un mec que j'avais coaché, genre je l'appelle, je dis ouais, t'en penses quoi? Tu penses que ça vaut le coup? Est-ce que tu penses que je peux... Tu vois, j'arrive, les gens ils me connaissent pas, comment est-ce que je vais faire? C'est quand même un pari, tu vois. Genre ils avaient l'habitude d'avoir 2 coachs pendant des années, et moi je sors de nulle part, je suis en mode salut, je suis nouveau coach. Ça faisait peur, tu vois, c'était flippant. Et encore une fois, c'est 10K que j'avais pas, comme à mon habitude. Et mon pote me dit ouais, en vrai il y a moyen de faire quelque chose. C'est pas garanti, tu vois, va falloir que tu charbonnes, mais tu peux renter le truc. Et donc j'arrive à négocier un deal avec eux où genre je paye pas upfront le groupe, mais genre je les rembourse au fur et à mesure sur les clauses que je fais. Donc on fait comme ça, et je me retrouve avec un groupe Facebook de 1000 mecs qui me connaissent pas, et il fallait que j'impose du coup mon autorité et que je fasse en sorte de closer des gens. Donc là je rentre dans la phase où je sais vendre, mais je connais pas le marketing, et je commence à m'intéresser sérieusement au marketing. Et du coup, mon pote me dit, gros, si t'as envie de rentrer le truc, fais un post par jour. Genre, je lui dis, c'est quoi le truc que je peux faire où le succès est inévitable, tu vois, où genre je vais vraiment rentabiliser ce groupe. Il me dit, en vrai, fais un post par jour sur le groupe et un live par semaine. Et je dis, vas-y, ok. J'ai jamais fait de post de ma vie, j'ai jamais fait de live de ma vie, tu vois. Je me dis, vas-y, ok. Donc c'est dur au début, tu vois, genre je dois écrire... je suis là devant mon PC, page blanche, donc je dois faire des posts. Mais je le fais, genre tous les jours je le fais. Au début c'est pas ouf forcément, mais genre j'avais vraiment ce truc dans ma tête, ok, je dois obtenir ce skill, et je m'en foutais même de closer. J'étais en mode je dois juste faire un post par jour et faire en sorte d'aider. Je veux que les personnes qui lisent mes posts, ils soient meilleurs en game. Et j'essayais même, il y avait même pas de call to action, c'était juste je donne de la valeur, je donne de la valeur. Et je fais ça pendant un mois, et c'était grosse sortie de zone de confort, surtout les lives, gros, genre. Donc je fais un post par jour et les mecs ils commencent à se dire ok, il est cool ce mec, il me donne de la value, peut-être que je vais pouvoir obtenir de la valeur en allant dans son live. Donc j'arrive à ramener genre 30 personnes dans un live, et je suis là devant 30 personnes et je dois faire mon live, tu vois. Et je flippais à mort, tu vois. Je me suis dit, avant le live j'étais stressé de fou, j'avais pas l'habitude de faire du content. De fou. Mais je le faisais, tu vois, genre je le faisais et je savais que ça allait être rentable pour moi. Encore une fois, tu vas dans l'adversité, même s'il y en a, et tu sais qu'il y a des trucs bien hors de ta zone de confort, quoi. Et j'avais aussi ce truc en tête, je me dis, ça se trouve, je me plante complètement, et je vais pas renter le groupe, et je vais perdre 10K,
mais je vais obtenir un skill qui est intéressant, tu vois. Parce que c'est stylé de savoir écrire, c'est stylé de savoir faire un live. Et donc, je me focusais que sur ça. Genre, je re-regardais mes lives et je me disais comment je peux les améliorer, mes lives. Et au final, je me suis fait connaître, genre, vraiment par le bouche à oreille. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que tu m'as connu. Ouais. Genre, un pote à moi qui m'a parlé de toi. Ouais. Juste mes lives, ils étaient tellement quali que les gens, ils se les partageaient entre eux, tu vois. Et c'était un peu une trend, genre, tu connais ce mec Un peu, t'es un peu devenu le mec de l'ombre que personne connaissait, mais qui était super chaud et qui arrive de nulle part, et les gens ont commencé à parler de toi. Trop déter, surtout, genre. Et genre, je me suis fait connaître un peu à Alex Hormozy, où genre, je donnais de la valeur à mort, genre. Et du coup, ouais, donc je faisais mes lives comme ça, ils tournaient à mort. Il y a même des gens qui commençaient à me reconnaître à Paris. Ils me disaient, putain, c'est toi, j'ai vu tes lives dans la commu, quoi. Et donc, naturellement, des gens sont venus me voir et m'ont dit, ouais, c'est combien un coaching? Et j'ai commencé à closer des gens comme ça. Et j'ai dû apprendre, du coup, ouais, tout le truc de marketing et tout. Donc, comment convertir en faisant des posts, comment convertir en faisant des lives, des call to action, etc. Et donc, pendant 1 an, j'étais juste avec ce groupe Facebook. Et j'ai appris le marketing en mode bac à sable sur ce groupe Facebook. Je testais des trucs. Je testais des offres low ticket aussi où je vendais les rediffs de mes lives. J'ai closé des mecs. J'ai closé pas mal de mecs sur ce groupe-là. En gros, j'ai poncé la pulpe à mort de ce groupe. Et donc là, à chaque fois, chaque coaching t'augmentais tes prix. Ouais. Tu prenais confiance en toi. Est-ce que tu as augmenté tes prix direct dès les premiers coachings ou c'est un truc qui est venu graduellement, etc. Ouais, ça s'est fait graduellement, en vrai. Je me disais, ok, bah, un mec il est chaud pour faire un mentoring sur 2 mois à 1000 balles, pourquoi pas 1500 le prochain, pourquoi pas 2000 le prochain. Et le gros cap que j'avais passé, je me souviens, c'était de faire 3004 le week-end comme ce qu'il faisait John Aurel. Je me souviens, je me suis dit, vas-y, je vais le tenter. Et genre, et tu vois, c'est un risque à prendre, tu vois, j'aurais pu perdre le truc. Et le mec il me fait ok. Et là dans ma tête, j'étais en mode, waouh. Ok, j'en vends 3004 un week-end de coaching. Ah, c'est fou. Et il me fait le virement et tout. Je le reçois, je suis waouh, putain, fou. Et je le coach, il est méga satisfait. À aucun moment il a remis en cause le truc. Je me dis ok. Et un autre truc qui m'a permis de prendre confiance en moi, c'est un entrepreneur qui maintenant est connu dans l'infopreneuriat français, qui s'intéresse au game. Et tu peux donner des noms ou... En vrai, ouais, je pense qu'il s'en fout. C'est Quentin Merle-Dubourg. Ok. Donc Ascension et tout, il a des thérapeutes. Teliosa, ouais. Et du coup, il me contacte et il me demande un coaching, tu vois. Et à l'époque, il était pas connu en vrai à l'époque. Genre, il avait juste Teliosa, ça commençait à bien step up, il faisait genre 100, 200K par mois. Et il connaissait John Aurel d'avant. Ok. Et du coup, je le coach. Et je crois que t'étais là en plus, ouais. Genre, je le coach et je me rends compte que ce mec-là, il fait 100K par mois, tu vois. et que genre, il écoute mes conseils pour que je l'aide. Et genre, j'arrive vraiment à l'aider, il arrive à avoir des résultats de fou et tout. Et là, je me dis, putain, c'est fou quand même qu'un mec qui pèse autant écoute mes conseils et qu'il arrive à avoir du résultat. Je me dis, je tiens vraiment à un truc là, genre, il faut que je me mette une déterre parce que, genre, le produit, je l'ai. Il n'y a plus qu'à vraiment m'améliorer en marketing. Et donc là, je me fais un compte TikTok, compte Instagram, YouTube, etc. TikTok, Insta, en vrai, ça n'a pas du tout porté ses fruits. Okay. Je me suis pas mal investi. Mais par contre, YouTube, ouais, ça a bien marché, genre. Donc là, en gros, ce qui se passe, c'est que tu as une offre de coaching qui marche bien. Que j'ai testé en bac à sable sur un groupe Facebook avec sur des premiers leads qualifiés, etc. Et les leads qualifiés, tu les as tous bien essorés comme il faut. Bien, ouais. Et donc maintenant, tu te dis, bon, comment on scale, quoi? Comment on va chercher plus d'argent? Et le premier step, du coup, c'était grâce à Quentin. Où, genre, je lui demandais son business. Bah, j'étais curieux, tu vois. Et il me dit, bah, gros, genre, au niveau de la délivrabilité, au lieu de faire du one-on-one et de mentorer les gens, tu vois, sur des calls toutes les semaines, c'était le système que je faisais, d'avoir des calls groupés. Et je le faisais pas au début parce que j'avais pas trop confiance en moi là-dessus. Et je me dis, vas-y, je vais le tenter. Et donc, encore une fois, j'ai refait le même système en fait que j'avais fait avant. Je me suis dit, bah, je vais closer des mecs pas chers pour faire un test. Et si ça fonctionne, bah, du coup, j'augmente les prix, je le fais à plus grande échelle. Okay. Donc, dans mon salon, j'ai eu l'idée un jour comme ça. Je me suis dit, ouais, je vais créer un groupe, ça s'appelle le groupe Commando. Okay. Et en gros, c'était les mecs qui me suivaient depuis longtemps sur Révélation. Je suis allé leur faire une offre en DM. Donc, les plus gros fans, en gros, de l'audience. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Les mecs qui réagissaient dans tous mes posts, qui likaient mes posts, etc. Je leur ai fait une offre vraiment irrésistible. Où je leur ai dit, les gars, je vous coach pendant 3 mois pour 800 balles. 800 balles, je vous coach, vous avez un call toutes les semaines. Vous posez vos questions, je vous réponds tous les jours. Vous m'envoyez des audios d'interaction, je vous les débriefe. Je vous débriefe 3 audios par semaine. Et c'était impossible de dire non, tu vois, genre, c'était tellement pas cher, genre.
Mais en vrai, pour moi, c'était cool parce que je pouvais tester l'offre et je break-even. Genre, sur 3 mois, je sais que je close 10 personnes. En gros, ça me fait 8K. À l'époque, j'avais pas beaucoup de charges et ça me permettait vraiment de prendre confiance en moi et tester l'offre. Et je le fais. Et du coup, les mecs sont ultra contents. Ils prennent tous l'offre. Ouais, c'était trop simple de closer. Incroyable. Genre, j'étais même choqué à quel point c'était simple de closer, tu vois. Après, ouais, il y en a certains, j'ai dû les reframe et tout, mais ouais, genre, juste l'offre se vendait d'elle-même, tu vois. Ok. Et, euh, et du coup, genre, je me dis, ok, ça fonctionne de coacher en groupé comme ça fonctionne même mieux en fait. Parce qu'en gros, quand je suis dans l'école de Q&A, bah, quand un mec a un problème et que je réponds et que je résous son problème, les autres ils interagissent, tu vois, et ça permet de les aider aussi. Ils regardent la rediffusion d'école et j'étais pas en gros toute la journée à répéter les mêmes choses en one-one sous 40 angles différents. Et même quand par exemple, si je débriefais un audio d'une interaction, les autres ils s'identifiaient dessus et puis ils arrivaient à progresser. Et donc, je fais ça pendant 3 mois et ça marche bien. Je me dis, ok, bah, je vais faire ça à plus grande échelle. Donc, je prends le livre de Russell Brunson, Expert Secret, Ouais. et genre, je copie le truc webinar là, comment il s'appelle Webinar Perfect. Secret. Ouais, c'est Secret, ouais, Perfect Webinar, ouais. Je Avec prends, les 3 secrets, etc. exact. Ouais. Je me dis, vas-y, page par page, genre, je copie tout. Et je fais un webinar pour lancer ça, donc à plus grande échelle sur le groupe Révélation. Et je fais une offre à 1000, je crois 1200 balles à genre apprendre directement pendant le webinar. Bah, j'étais nul en vrai, genre j'étais stressé et tout, tu vois, je suis juste le truc à la lettre. Et je close 20 mecs. Ok. 20 mecs, ouais, sur ça. Donc sur l'offre, donc du coup une offre groupée, en mode il y a une formation vidéo cette fois-ci, vraiment bien structurée. Ils ont... Ça, tu l'avais déjà créé, les vidéos, ou pas encore? Non, pas encore. Donc, tu as vraiment fait une sorte de pré-lancement Ouais. au produit. Ok. Genre en gros quand j'ai lancé, ils avaient accès au call, ils pouvaient poser leurs questions. Et à l'époque, je débriefais même pas les interactions. Mais ouais, ils pouvaient poser leurs questions. Et du coup, ouais, je le fais, je close 20 mecs, je me fais 20K. Je me dis, waouh, trop bien. Pas mal, ouais. Et donc, je fais la formation vidéo. Et là, je me concentre à mort sur le produit, tout ça. Et en parallèle, du coup, je me dis, avec ce groupe Facebook, c'est bien, mais genre, il faut que j'aille toucher plus de monde. Donc, je me lance sur TikTok, Insta, YouTube et tout. Et après, j'abandonne TikTok, Insta. En vrai, Insta, ça aurait pu marcher si j'avais fait du setting à l'époque, mais je me suis pas mis la déterre. Donc je me suis mis à fond sur YouTube et je me suis mis à sortir deux vidéos par semaine ouais, pendant... Là, ça fait 2-3 ans, 2 ans. Et on est monté à 7000 abonnés, on fait à peu près 10K. Ouais, enfin, les vidéos qui marchent bien, elles font 10K, mais on est entre 3 et 10K par vidéo. Ok. Et c'est ma principale source d'acquisition. Ok. J'ai sauté pas mal d'étapes là, mais... Non, en vrai, c'est compréhensible. On comprend. Donc, en gros, t'as validé ton produit, tu l'as créé. Ouais. Et là, tu t'es dit, bon, le groupe Facebook de 1000 personnes, là. Je l'ai poncé, je l'ai trop faut- poncé là. Ouais. Ils ont tous chercher déjà plus payé loin. mes produits, il va falloir aller chercher d'autres nouvelles personnes. Et donc, pour scale, tu t'es dit content, donc YouTube, Ouais. Instagram, TikTok, tu testes et tu te rends compte que l'audience qualifiée, elle est vraiment sur YouTube. Ouais. Donc, tu double down sur YouTube C'est et ça. tu commences à faire plus de vidéos, etc. Donc là, à ce moment-là, tu es encore tout seul et tu gères tout de A à Z dans le business. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, en gros, j'ai suivi le même process comme à chaque fois pour apprendre un nouveau skill. Tu vois, genre YouTube, j'ai vu ça comme un skill en mode. Genre, si je poste souvent, ça va forcément finir par fonctionner. Première vidéo, j'étais nul, hein, mais genre, j'essaye, tu vois, je m'en fous. Et en plus, dans mon industrie, la barrière à l'entrée, elle est haute quand même parce qu'il faut quand même faire des caméras cachées. Ouais, pour montrer ton skill, tu es obligé de. Enfin, tu peux pas. C'est bien beau de parler, mais. Ouais, voilà, les gens veulent voir, quoi. Ouais. C'est aussi ce qui fait plus de vues, c'est aussi. Ouais. Ouais. Donc ça demande pas mal de logistique. Tu dois avoir un mec qui te filme, un micro caché. Des fois, tu te fais cramer, c'est chiant. Enfin, tu connais toutes les problématiques. Donc ouais, ça a été l'arc apprendre à faire des vidéos YouTube et ça a bien pris 1 an, tu vois, où j'étais obsédé par ça en mode. Combien de temps avant d'avoir des premiers bons résultats? Ouais, c'était beaucoup de galères quand même, hein. Avant d'avoir vraiment des process qui marchent pour les caméras cachées et tout, ça nous a pris facilement 6 mois. Ok. Et c'est frustrant parce que tu sors en boîte, t'enregistres des trucs et le micro il fonctionne pas, genre. Ou bien t'enregistres une vidéo d'1 heure et puis la meuf elle crame la caméra et du coup bah tu Ouais, peux rien c'est en bon. faire. Et qu'est-ce qui. Tu vois, par exemple, pour faire la transition, enfin pas la transition, mais l'analogie un peu avec
le problème de serveur de CRM, tu vois, de logiciel de CRM, quand tu t'es retrouvé face à un problème chiant, qu'est-ce qui fait, du coup, est-ce que c'est la passion qui, malgré les problèmes chiants, tu vois, dans ce business de coaching, qui t'ont fait continuer, c'est la passion, ou qu'est-ce qui à ce moment-là te fait continuer, du coup? Parce que ça fait déjà 2-3 ans, du coup, que tu coaches, la passion, bah, elle diminue, enfin, la motivation, en tout cas, d'être en mode, waouh, c'est ouf, elle diminue. À ce moment-là, qu'est-ce qui te fait continuer, du coup, dans ce business-là? Bah en fait, je me voyais pas faire autre chose parce que j'étais vraiment bon là-dedans. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, genre c'est... En vrai, le bonheur, tu peux le résumer juste par à quel point est-ce que tu arrives à être dans un état de flow, à quel point est-ce que c'est constant. Et du coup, malgré toutes les problématiques, genre j'étais vraiment dans un état de flow où je me posais pas de questions, tu vois. Ok. Donc c'est ça. Malgré l'adversité, malgré les problèmes qui sont très très chiants, même plus chiants que de refaire un serveur, tu vois. J'étais aligné et genre je savais que... Et en plus, tu vois, genre tu sais, t'as des clients qui ont des résultats de fou, tu te sens vraiment utile. J'arrive à moi-même à progresser, tu vois, j'apprends des trucs et je vois la perspective d'évolution et je me dis, ok, est-ce que dans 10 ans, je serais content d'avoir fait ça? Et est-ce que je serais content des skills que j'ai pu obtenir grâce à ça? Et la réponse était toujours oui. Alors que si je devais gérer une team d'IT... ouais, ça aurait été un peu plus chiant, quoi. C'était pas ce que tu voulais faire. C'était pas mon truc du tout, ouais. Ok. Donc là, du coup, les vidéos YouTube, etc. Donc là, ça commence à te rapporter pas mal de calls. Ou ça reste encore limité? C'est combien de calls environ après un an, par exemple, de vidéo? En vrai, pendant les 6 premiers mois, j'avais pas trop de calls grâce à YouTube. C'est le temps que l'algo, etc. Que l'algo marche, ouais. J'ai jamais fait genre 30 vues, des trucs comme ça. J'avais toujours... Ouais, j'ai commencé, je faisais 800 vues par vidéo, des trucs comme ça. Je pense que c'est dû au fait que j'avais déjà mon groupe Facebook où j'étais un petit peu connu, j'avais une petite commu. Mais aussi que, genre, c'était qualitatif ce que je faisais quand même. Parce que je connaissais bien mon avatar, je donnais vraiment de la valeur. Et j'étais... Tu vois, genre, je me suis pas lancé... ça fait des années que je coachais déjà. Donc j'étais pas juste un random comme ça qui testait des trucs. Donc ouais, ça a mis 6 mois avant de commencer à me rapporter vraiment des leads. Mais mon business tournait quand même parce que j'augmentais les prix au fur et à mesure. Et j'arrivais à closer, je sais pas, genre 4 clients par mois, tu vois. Mais vu que c'est du high ticket, ça allait. Ouais, donc ça faisait plus ou moins 10K par mois. Ouais, ça. J'étais à 10K par mois. Okay. Et donc j'embauche la première personne qui s'occupe de mes vidéos. Okay. Donc qui fait tournage et montage. Puis ensuite j'embauche la deuxième personne, c'est donc coach assistant Alan, et qui faisait aussi du montage. Okay. Et là je fais face à des nouvelles problématiques d'entrepreneuriat, donc de gérer une team, de déléguer des trucs et tout. Et en vrai pour moi ça a pas été méga compliqué parce que j'avais déjà l'expérience à Londres et les soft skills de management et tout, c'est ce truc que je sais faire de par mes compétences de... La raison pour laquelle tu prends un coach assistant et tout, c'est quoi? C'est parce que tu as envie de déléguer quelle partie du coup? Pour te concentrer, en gros la question c'est plutôt sur quoi tu voulais te concentrer qui nécessitait de déléguer? Bah, je vais dire, en vrai la plus grosse raison c'est que je me faisais chier tout seul. Ok, d'accord. C'est intéressant. Et je pense que c'est pour ça aussi que je sais qu'il y a des entrepreneurs qui ont du mal à déléguer. Ouais. Mais moi c'était plus kiffant en fait parce que genre je me faisais chier, je me sentais seul gros. Genre j'avais atteint ce cap de 10K par mois où genre j'avais charbonné des années pour l'atteindre. Mais ok, j'allais en coaching, je coachais un mec et puis après je rentrais chez moi ou dans un hôtel seul et puis je me sentais... Enfin c'était chiant. Ouais. Chiant, ouais. Mon idée du business c'était un truc où je pouvais partager un truc avec des potes, on pouvait aller dans les tranchées ensemble, rigoler, kiffer tu vois. Et là je me sentais pas aligné. Ok. Et ouais du coup je voulais recruter quelqu'un. Et aussi genre je prends beaucoup de plaisir à l'idée de d'aider quelqu'un à se développer tu vois. Et si mon business peut être un véhicule pour ça, comme par exemple avec Alan, tu vois, genre je l'ai beaucoup coaché sur en termes de dev perso de façon générale, tu vois, parce que j'avais atteint des paliers qu'il n'avait pas atteint, genre il n'avait jamais eu de business, il n'avait jamais vraiment été dans cet environnement-là. Alan, tu l'as trouvé comment Je l'ai coaché. En gros, c'était un de tes anciens clients. Ouais. Que ensuite tu as closé, donc en gros tu es allé... Et qui était très bon. Ok, donc en gros tu es allé recruter un des meilleurs, un peu comme John et Aurel avaient fait à l'époque, tu t'es dit, bah attends, il y a ce mec... ouais, beaucoup de potentiel. Ouais. Et pareil pour le monteur, le premier monteur c'était pareil. Le monteur, non, je l'avais rencontré dans un clip d'un pote à moi. D'accord, ok. Et puis je trouvais qu'il travaillait bien, donc... Okay. Parce que ça c'est une grosse problématique, tu vois, où recruter. Ouais. Où aller chercher les bonnes personnes, et je pense que la meilleure chose,
c'est de recruter chez les gens que tu connais, tu vois, Ouais. genre dans ta fanbase, Ouais, à mort. parce qu'ils vont être toujours plus investis, ils vont vouloir faire plus de choses, Ouais. etc. Ouais, donc ça, c'est une bonne Surtout chose. quand t'as des preuves irréfutables que le mec va être bon, tu vois. Ouais, ouais, Genre, moi, la chance que j'ai dans mon industrie, c'est que quand un mec arrive à être bon avec les meufs et qu'il arrive à se faire coacher là-dessus, tu sais qu'il peut apprendre n'importe quel skills derrière, parce que c'est dur à apprendre comme skills. Mm. Donc, ouais, j'ai recruté Alan. Et aujourd'hui, c'est mon bras droit dans mon business. Tout ce que je fais, il est Qu'on capable salue de le faire. d'ailleurs, Alan. Salut Alan, qui doit peut-être regarder. Tout ce que je fais, il est capable de le faire. Ok. Donc, ouais, c'est cool. Et donc, Ok, ouais. donc sur la partie du coup scaling, comment est-ce que tu structures ton offre? Comment est-ce que tu vas chercher plus de clients et que tu vas vraiment scaler l'offre au niveau que tu peux être aujourd'hui et que tu vas aller chercher encore plus après? Ouais. Aujourd'hui, je suis entre 20 et 40K par mois. Ok, Euh, J'étais à 40K par mois stabilisé, mais j'ai pris la décision intentionnelle de calmer le jeu parce que justement, genre, je sentais que la machine, elle était pas stable et qu'il fallait que je m'améliore sur certaines choses. ok. Euh, donc, c'était quoi la question déjà? C'est comment tu as scale encore plus loin que les 10K du Ok, ouais, comment j'ai scale? Bah forcément, le fait de recruter, ça m'a aidé à me mettre sur des tâches plus high leverage. Ouais. Euh, comme prendre beaucoup plus de sales calls. Ok, Et surtout, en termes d'acquisition, genre avoir des stratégies qui sont vraiment bien rodées, qui fonctionnent, parce que c'était un petit peu à l'arrache, tu vois. Genre, je fais des vidéos et puis les mecs, ils me contactent. Ok. Je m'étais pas vraiment intéressé là-dessus. Avoir un système prédictible, en fait, pour avoir des calls et pour avoir des clients. ça c'est le problème que vont avoir beaucoup de coachs ou consultants ou Ouais. autres, c'est ils savent pas combien ils vont gagner le mois prochain, quoi. Ouais. Et en vrai, moi, ça fait des années que. Ça fait 2 ans, je crois, que j'ai pas fait moins de 20K. Ok. Pourtant, tous les mois, je suis en mode. Je sais pas combien je vais faire, mais à chaque fois, genre. En fait, vu que les inputs sont toujours les mêmes, bah, tes outputs vont être pareils. Et tu vois, dans ton histoire, c'est vraiment ce que j'ai l'impression, c'est que tu te concentres à 100% sur juste les inputs. Ouais. Et en vrai, il n'y a aucun moment où tu as fait des choses parce que tu cherchais un output un peu spécial. Tu disais juste, bon, en fait, faut que je fasse ça, quoi. Bah, je savais que j'allais être récompensé. Et je sais aussi que ça sert à rien de me concentrer sur les outputs, je vais tout le temps être en souffrance parce que je vais être déçu. Et ça, je pense que c'est beaucoup les meufs qui m'ont appris ça. Hein. Parce que quand tu vas voir une meuf, si t'es concentré sur le résultat, bah elle va te punir direct, tu vois. Tu vas être attaché, tu vas être needy, pas être charismatique. Alors que quand tu t'en fous et que t'es juste en mode ok, je vais parler, je vais voir ça match pas, tant pis. Bah tout se passe mieux. Et pareil pour le porte-à-porte, genre j'avais juste une liste de portes, j'avais 120 portes, il fallait que je fasse 3 tours, que je parle à 80 personnes, que j'en pitch 20, et je savais que les résultats allaient arriver. Et à chaque fois que j'étais en mode faut que je fasse une vente, ça marchait pas. À chaque fois que je me disais je vais parler à 80 personnes avec la même attitude, en étant constant, c'est là où genre les résultats arrivent. Et le vrai, pour moi, le vrai game de l'entrepreneuriat, c'est pas avoir une déterre de malade à l'idée d'avoir quelque chose, mais c'est être constant émotionnellement, même quand t'as pas cette chose-là, tu vois. La résilience. La résilience, ouais. Ouais. Et c'est là où le jeu, il est mental et il est dur. C'est comme dans un sport de combat où genre tu te prends des coups, mais tu restes sur tes appuis, tu restes stable et tu suis le plan, tu vois. Tu paniques pas. Tu trouves qu'il y a beaucoup de similitudes entre la séduction et le business? Ouais, à mort. À mort, ouais. Bah en plus, le gros avantage de la séduction, c'est que ton feedback, il est instantané. Soit tu te fais rejeter, soit la meuf, elle t'aime bien. Et du coup, la courbe de progression va être rapide si t'es prêt à te faire beaucoup rejeter et si t'es prêt à sortir à mort de ta zone de confort. Avec le business, bah, tu dois faire un lancement, tu dois attendre d'avoir des calls et tout. Mais ouais, les similitudes sont folles. Dans le sens où t'es responsabilisé de ce que tu fais. Genre, tu vas interagir avec le marché et tu vas obtenir des résultats à la hauteur de ce que tu mérites, basé sur tes compétences et rien d'autre. C'est pas juste je pense mériter, je vais l'avoir. C'est juste à quel point est-ce que t'es compétent, bah, tu vas attirer. C'est marrant parce que il y a beaucoup de mecs qui sont très bons en séduction, qui ont aussi, généralement, ils arrivent pas mal dans leur vie derrière. Ouais. Il y a beaucoup de mecs, tu parlais de Max Torno, pour ceux qui connaissent pas, actuellement c'est un très gros coach aux US qui fait beaucoup d'argent. Je crois qu'il coach les gens à devenir sales, un truc comme ça. Non, c'est exactement. En gros, il est coach à former des gens, il est head coach. Il est coach de coach en gros. Ouais, okay. C'est ça. Mais ouais, il est très bon. Et avant, c'était un des piliers de la séduction américaine. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens justement qui étaient dans la séduction ou qui le sont encore. Et qui arrivent en fait simplement parce que je pense que la séduction, j'aime bien dire que c'est du développement
du dev perso sous stéroïdes. Ouais. Et ça te fait avancer tellement plus vite par beaucoup d'adversité. Ça t'apprend beaucoup comment être OK avec l'adversité. Et un truc que toi, tu fais super bien, et moi, je suis encore pas bon là-dedans, c'est d'être positif et de pas être négatif. Ouais. Je trouve, non, mais vraiment, je trouve que c'est quand même 3 ans et quelques qu'on se connaît maintenant, et il y a plein de moments où moi, j'étais négatif. Et en fait, toi, ça te casse les couilles quand les gens ils sont négatifs autour de toi. Et tu me le faisais savoir, tu dis vas-y, c'est chiant ce que tu racontes. Et tu penses que toi, ça t'aide ou pas dans le business d'essayer de te concentrer sur les trucs juste positifs et mettre de côté le négatif? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, ça m'aide surtout à être plus heureux parce que c'est chiant, quoi, de Ouais. se concentrer sur le négatif. Ouais. Et ouais, vu que je me concentre sur les inputs, c'est plus facile, d'être positif, je pense. Je pense que je suis naturellement quand même quelqu'un de positif. Et, et en fait, le truc, c'est que j'ai tellement vécu la conséquence de la négativité direct, tu vois, genre par rapport au porte-à-porte ou avec Ouais. les meufs, que genre c'est comme si j'ai tellement mis ma main dans le feu que genre je le vois venir Tu sais à que ça 10 brûle, 000. quoi. Je vois que c'est le domino, tu vois, que là, si j'appuie là-dessus, je suis mort. C'est fini. Ma soirée va être morte, mon, Ok. mon mois va être foutu. Donc, Ouais. en fait, j'ai limite peur de ça. Genre, genre c'est pour ça que ça me casse les couilles très rapidement. Genre, je suis en mode, non, zéro tolérance pour ça parce que. Ok. Parce que tu vois, la positivité, elle est simple à avoir quand tout réussit, tu vois. Ouais. Je pense que quand, tu le sais, mais tu fais un très gros mois, tu fais un très gros lancement, machin, c'est simple de pas être négatif, parce que tu sais, t'as l'euphorie, t'as tout Ouais. ça. Mais là où c'est compliqué, du coup, c'est quand ça marche moins bien, quand t'as une baisse par rapport au mois précédent, quand t'as un lancement qui réussit pas ou autre. Ouais. Là, t'as rien auquel te raccrocher Ouais. pour être positif, mais je pense qu'en plus, c'est les moments où t'as le plus besoin d'être À positif. voir, ouais. Et c'est là où t'as raison, tu vois. C'est là où il faut être résilient. Il faut juste continuer, se dire, ok, bon, bah, c'est machin. Euh, mais tu vois, la difficulté, c'est qu'en plus, toi, t'es coach. Donc, ça veut dire que t'es un peu le produit, plus ou moins aussi. Ouais. Et donc, comment est-ce que t'arrives à. Et est-ce que c'est le cas d'ailleurs? Est-ce que tu te vois comme un business? Genre, t'arrives tu sais, un peu à te voir en 3D, une POV à troisième personne, tu vois, tu sors de ton corps et en fait, tu vois tout comme un business et tu te vois toi-même comme le produit. Ouais. Ou est-ce que tu as encore ce côté où tu es quand même attaché un peu au résultat du business et tu as l'impression que si ça réussit, bah, ça t'affecte aussi personnellement, tu vois. En mode, ah, si on réussit, bah, tu vas relier cette réussite à toi-même. Et si ça réussit pas, tu vas relier aussi cette réussite à toi-même. Tu vas dire, ah putain, j'y arrive pas et ça va te faire baisser en confiance en toi ou des trucs comme ça. Ou tu arrives à tu sais, voir le truc comme un business et dire, bon, bah là, ça marche pas, c'est pas grave, on va regarder ce qui marche pas et essayer de changer. Bah, je pense que dans le passé, j'étais très attaché à ça. Et genre, vraiment, c'était comme une partie de moi, tu vois, genre Ouais. un organe. Un truc qu'il fallait pas perdre, tu vois. Mais avec le temps, je suis devenu beaucoup plus spirituel là-dessus et je vois ça plus comme un véhicule, Ok. comme un moyen que comme une fin en soi. Et en vrai, tout comme d'ailleurs, je vais faire l'analogie avec le fait que si je sors en soirée, que je rentre avec une meuf ou que je rentre pas avec une meuf, maintenant j'en ai rien à foutre complet, tu vois. Alors que dans le passé, ça m'aurait fait chier de me dire, ah, le coach en séduction, il rentre pas avec une meuf. C'est un peu pareil avec le business maintenant. Ok. Genre que je fasse un bon mois ou que je fasse un mauvais mois, je m'en fous. Si je peux payer mes employés, les gens qui taffent pour moi, et que je peux me dégager un salaire à la fin du mois, bah je ferai mieux le mois prochain, tu vois. Ok. Et puis je me dis, dans le pire des cas, ça, y a tout qui rate. Genre, bah, c'est T'as les chiant. skills. Ouais, c'est ça. Et genre, c'est chiant pour. Ça me fait plus chier pour les gens qui travaillent pour moi. Ok. En vrai, je me mets plus la pression pour eux. Parce que moi, je sais que tout va bien se passer, tu vois. Ok. Au pire du pire, bah, je vais repartir à zéro et ça va fonctionner parce que j'ai le skills en moi, tu vois. Et ça, c'est grâce au game aussi, c'est que je sais que je peux sortir rencontrer une meuf n'importe quand, tu vois. Je suis pas attaché à une relation. Et genre, tu sais, on parle beaucoup de liberté géographique, de liberté financière. Mais la liberté sociale, elle est méga importante aussi. Ouais, on n'en parle jamais. Et ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sentent seuls et tout. Ouais. Je pense que, à mon avis, tu as beaucoup de clients qui sont Ouais. entrepreneurs. Tu vas Ouais. le voir tous les jours. Les mecs, ils font peut-être beaucoup d'argent. Mais D'ailleurs, s'il y en en a qui fait, regardent et qui ont envie d'être aidés, oui, absolument. Avec Allez plaisir, voir, les gars. allez voir Nabil. Nabs. Nabs. N-A-B-Z. Ouais, N-A-B-Z, Sur ouais. YouTube. Ouais, 100%. Mais ouais, il y en a beaucoup des entrepreneurs dans ce cas-là. Et c'est assez triste en vrai parce que. Ouais. Tu penses qu'il y a un tabou d'ailleurs en France là-dessus? Je trouve ça intéressant. Et comment toi tu le vis d'être dans une industrie qui est assez tabou quand même, surtout tu sais, avec les trucs Ouais. MeToo, etc.
C'est pas très bien vu d'aborder des filles dans la rue et la séduction en elle-même, même si je sais qu'en plus, toi, tu le fais de façon super bienveillante. Ouais. Mais bon, les gens, ils te connaissent pas forcément, tu vois. Comment est-ce que tu le vis et comment est-ce que tu vis aussi les retours qui peuvent être négatifs, etc., sur le fait que tu sois coach dans la séduction? Bah, après, c'est. En vrai, le truc, c'est que pour une critique négative, j'ai aussi tout le temps une critique positive, tu vois. Et, et puis, ce serait facile de se victimiser en disant, ouais, c'est chiant. Genre. Mm. Mais il y a plein de gens qui aimeraient être à ma place, tu vois. Genre, là, je suis à Paris. Si je vais en boîte, il y a genre 4 5 mecs qui vont me reconnaître et qui vont venir et qui vont me dire, ah putain, trop bien ce que tu fais, tu m'as changé la vie et tout. Quasiment à chaque fois, tu vois. Mm. Euh, donc, bah, en vrai, tu prends les deux en même temps, tu vois. Et le truc, c'est que je me détache aussi de la validation qu'ont les gens. Ok. En vrai, j'ai pas d'ego par rapport au fait d'être coach ou d'être bon avec les filles, tu vois. Genre, je m'en fous complètement. Donc, je m'en fous aussi quand quelqu'un n'aime pas ce que je fais. Genre, je le prends pas personnellement. Je dis juste les gens, ils ont leur avis. Il y en a avec qui ça a matché, il y en a avec qui ça a pas matché. Et c'est un concept de marketing aussi, tu vois. Tu peux pas plaire à tout le monde et Ouais. faut polariser, faut être Mm. OK avec ça. Et je préfère qu'il y ait des gens qui me kiffent et des gens qui me détestent plutôt que d'avoir des gens qui sont neutres par rapport à ce que je fais. J'essaie pas de convaincre les gens en vrai. Genre, ça m'arrive qu'on critique ce que je fais, ça m'arrive qu'on soit très chiant et insistant. J'essaie pas de les convaincre, C'est pas ton je job, me quoi. casse. Ouais, je m'en fous. De toute façon, ce sera pas des clients, ils vont pas te payer. Donc en Ouais, fait, ouais, c'est ça. tu te concentres que sur ceux Même à qui tu j'ai peux changer, quoi. des connaissances de potes des fois. Ouais. Chaque fois que je donne mon taf, on me casse les couilles, on me pose 45 questions, tu vois. Mm. Qui me disent, ouais, tu peux m'aider s'il te plaît? Et je dis, non, frère, je peux pas t'aider. T'es pas l'archétype de mec que je peux aider, Ouais. même si tu me proposes de me payer Ouais. pour que je t'aide, je te dirais non, parce que je sais que je peux pas t'aider. Tu Type rejettes parent, beaucoup de gens en sales call que même s'ils Ouais, seraient prêts à payer, t'as ouais, pas envie de les aider. ouais, ouais. Ok. Vendredi, j'en ai rejeté 2. Et à chaque fois, ils sont choqués, mais je suis en mode, gros, je peux Et pas c'est quoi aider les tout le monde. raisons? C'est leur état d'esprit, justement? T'as l'impression qu'ils sont trop dans le jugement, ce genre de choses? Ouais, souvent, c'est qu'ils sont pas encore prêts. Je pense ils ont un début d'état d'esprit, mais c'est un peu comme le moi avant d'aller à Londres, tu vois, qui avait pas le bon mindset, tu vois, qui se responsabilisait pas assez, Mm. qui était un peu une victime. Et juste, c'est pas le bon moment, tu vois. Et je sais qu'ils auront plus à y gagner à regarder mes contenus gratuits où je donne beaucoup de valeur gratuitement et aller travailler sur leur mindset gratuitement. Et une fois qu'ils ont envie de taffer avec moi, ils taffent avec moi, tu vois. Mais en vrai, 60% de mes clients, c'est des entrepreneurs. Ok. Ce que je fais, ça demande quand même pas mal de courage. Et il faut déjà des mecs qui ont un mindset assez solide, tu vois. Ok. Je coach rarement des beginners. Les beginners vont être vachement aidés. D'ailleurs, c'est mon goal, un peu comme Alex Hormozy, tu vois, les aider gratuitement jusqu'à ce qu'ils atteignent ce palier. Ouais. Et ensuite que je Et puisse après, les aider tu les prends, quoi. Donc toi, actuellement, ton business, en gros, c'est une offre à étiquette qui est pricée à combien, si tu peux le dire, actuellement? 4. Ok. 4K 4K l'année, 4K l'année. lifetime. L'année, ouais. Ok. T'as beaucoup de gens qui repayent derrière, qui restent Ouais, 1, 2 ans, 3 j'ai ans. un bon taux de. Je m'attendais pas, hein, Ok, mais c'est ouf. bon taux de. Et tu leur fais une promo. Un downsell, ouais. Ok, ok. Donc, donc en gros, actuellement, ton business, c'est t'as une grosse offre qui est ta seule offre, Ouais. t'as rien d'autre, machin, Ouais. qui est online, Ouais. c'est c'est un 100%. groupe, c'est ça? Ouais. Avec des lives toutes les semaines, etc., que t'as structuré à l'intérieur. Ouais. Et ça, tu vends du coup 4K actuellement, C'est ça. qui va probablement augmenter dans le futur. Ouais. Donc, si vous voulez rejoindre, Ouais. allez-y maintenant. Euh, et ça, du coup, ton acquisition, c'est YouTube principalement. T'as fait de l'AS, je sais, à un moment. Est-ce que tu continues? Est-ce que t'as arrêté? Ouais, j'ai fait de l'ADS et je continue à faire de l'ADS. Facebook, Meta, enfin Meta, Là, je suis plus en train de YouTube. faire des tests. En gros, j'avais fait un funnel qui fonctionnait, mais qui était un peu shaky au niveau des résultats. J'ai jamais vraiment Percé les ads, ok. master ce truc-là, tu Ouais. vois. Genre vraiment au niveau de l'organique, je sais exactement quel input faire pour avoir du résultat. Au niveau de l'ad, j'ai pas encore craqué le code, mais là, je m'en rapproche pas mal. Ok. Je m'en rapproche pas mal. Donc là, tu lances sur quoi? YouTube? Ouais. YouTube, ouais. Ok. YouTube ads. Ok. Donc t'as repris le même funnel, t'en as refait un nouveau. J'en ai fait un nouveau, ouais. Ok. Donc là, c'est quoi le funnel? Un C'est VSL funnel. Ads, VSL. Ouais. Combien de temps environ la VSL? 20 minutes. Ok, donc VSL en gros qui qualifie le call, Ouais. plus call derrière, sales call, Ouais. un peu de setting ou pas du tout? Non, Ok. pas de setting, ouais. Ça se code direct. Ok, et là ensuite tu les closes 4K ou pas, Ouais. et voilà. C'est ça. Et après, s'il reste un an, tu les donnes sell sur une nouvelle année. Ouais. Euh, ok, ça marche. Et donc là, ton objectif pour scale, pour aller chercher les 50 constants, 100K, c'est quoi? C'est ads? Ads, ouais.
Ads et j'ai aussi pris l'accompagnement de Mathis Chloé Ok. qui m'aide sur le setting. J'ai créé un groupe, un Final School, Mhm. pour consolider du coup tout l'aspect organique. Ok. On poste un peu comme à l'ancienne sur le groupe Facebook. Euh, donc ouais, j'ai ça où en vrai il y a pas mal de trucs à aller chercher en setting. Il faut juste que je mette des process et tout et des setters en place pour générer du call. Mais, euh, mais ouais, là c'est vraiment craquer le code du funnel. Ok. Et en vrai, c'est des problèmes de beginner que là, je reviens aux bases en marketing. Genre, je me rends compte que faut que j'affine mon message Mm. et que je tapais beaucoup trop large. Et du coup, j'arrivais à avoir des calls pas chers, des leads vraiment pas chers, mais pas les bonnes personnes en call. Donc là, ouais, je me cible beaucoup plus sur. En fait, naturellement, j'attire tout le temps les entrepreneurs. Bah, en vrai, on attire ce qu'on est, hein. Ouais. Ouais, 100%. Ouais. Donc, je vais plus faire des messages qui sont ciblés à eux et refuser tout le reste. Ok, donc en gros, spécifier ton persona, parler Ouais. vraiment à une seule personne. Ouais. Ouais. Alors, en vrai, c'est marrant, mais tu sais, moi, la manière dont je parle de marketing, c'est que je suis très tourné fondamentaux. Les fondamentaux, bon, il y en a plein, mais c'est globalement savoir exactement, très spécifiquement à qui est-ce que tu t'adresses. Et vraiment être dans sa peau, enfin, savoir quelle série il regarde, savoir le type de réel qu'il va avoir sur Insta, tu vois, Ouais. vraiment, limite tu vis à la place du mec, quoi. Et, euh, et du coup, forcément, ce que tu vas lui dire, le message que tu vas lui partager, il va être beaucoup plus simple. Et, euh, et à chaque fois que j'ai des appels de consulting, franchement, 80% du temps, c'est un problème de persona. Ouais. Juste, ils parlent trop large, ils savent, ouais, ils savent juste pas à qui parler, ils ont trois angles marketing en même temps, donc c'est tout le temps le même Mais problème. tu vois, c'est marrant parce que quand t'es beginner, genre, tous ces trucs de persona, on me les a dit, tu vois. On m'a prévenu. On m'a dit, passe du temps sur ton persona, remplis toutes les fiches là, genre, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit et tout, fais-le, tu vois. Ça le fait chier. Et tu sais, quand Ça fait quand chier. tu commences, t'es en mode, ouais, je m'en branle, Bah donne-moi ouais, juste les trucs concrets à faire, bah tu oui. vois. Et tu le fais pas, et genre là, avec du recul, je sais que je me suis assis sur tellement d'argent, juste pour ça. Mm. Et genre, le mois dernier, j'ai appelé genre une dizaine de mes clients, de mes meilleurs clients, et je leur ai posé toutes ces questions-là, je suis rentré dans le détail, et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, je Ouais, suis trop bah, con. c'est... À chaque fois que je prends un client, quand je faisais encore du Done for You et que j'avais mon agence, moi je bossais beaucoup avec des commerçants, tu vois. Ouais, Et je leur disais, ok, bon, c'est quoi ton persona, tu vois. ouais, Ah, bah, c'est un peu ça. Tu as appelé tes clients? Non? ouais. Envoie ta liste de clients, là, je vais les appeler. Et je passais 1 heure et demie avec des vieilles qui avaient acheté un complément alimentaire, tu vois. J'essayais de comprendre, ok, mais pourquoi t'as acheté? Ou alors avec des mecs qui avaient acheté une formation sur le montage vidéo et pourquoi t'as acheté, tu vois. Et le Ouais. mec, Et genre, t'essayes. comprendre vraiment qui Ouais, c'est cette personne-là, comment lui parler, ouais. c'est ça exactement. Et comprendre pourquoi est-ce qu'il a acheté, où est-ce qu'il veut aller. Et moi, je suis très fan, c'est ce que j'appelle enfin, je l'appelle, c'est les horror stories, tu vois. Euh, En gros, c'est mettre en avant des histoires qui font peur. Ouais, Mais vraiment peur. Un exemple que je peux donner, c'est un marketeur américain, un de mes mentors, qui racontait cette histoire, donc c'est pas de la mienne. En gros, il racontait qu'il y avait une fille qui faisait du MLM. ouais. Et elle vendait des espèces d'huiles pour mieux dormir, un truc comme ça, tu vois. Et elle, son marketing, c'était regardez mes huiles, il y a tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient, tu vois. Et ce marketeur, ce mentor que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ben Settle, il disait, mais en fait, il y a tellement d'horror story que tu peux raconter face à ça. Et l'exemple qu'il donne, c'est imagine, tu racontes l'histoire d'un père de famille qui était en train de, en voiture, tu vois, sur l'autoroute. Sauf qu'il dort très mal, tu vois. Et là, ça fait déjà 5 heures qu'il est sur la route. Il est 19h30, le 25 novembre, il fait déjà nuit, tu vois. Il s'endort un peu sur la route et en fait, il se rend pas compte, mais la voiture de devant lui, ben, elle a freiné un peu brusquement. Il rentre dedans et il tue les deux enfants qui étaient juste derrière, tu vois. Et tout ça parce qu'il n'était pas concentré, parce qu'il était fatigué. Et tu vois, en fait, quand tu racontes ça, tu montres vraiment le pire outcome qui peut arriver s'il règle pas ce problème. Et il raconte ça dans une ad? Tu peux raconter ça partout, tu vois, par email, Ouais, en ads, quand tu parles, enfin partout, tu vois. Mais Ben Settle, il appelle ça la vision. C'est comment tu crées la vision dans la tête des gens, tu vois. ouais, Et même si, par exemple, juste raconter cette histoire, ça va peut-être pas faire vendre les gens instantanément, ils vont peut-être pas se dire putain, faut que je prenne un call. Mais c'est un truc qu'ils vont jamais oublier. Ils peuvent pas oublier une histoire comme ouais, ça. ouais. Et avant de dormir, ils vont peut-être s'en rappeler, tu vois. Euh, et en vrai, t'as plein de trucs, genre une histoire. Pareil, Ben, il avait fait un truc dans la séduction et j'avais kiffé l'histoire qu'il avait racontée. C'était un mec qui s'était retrouvé pendant 20 ans en prison
parce que son ex-femme, qui l'a divorcé, elle l'avait accusé d'un truc. Et 20 ans après, il s'est rendu compte que c'était faux, tu vois. Wow. Et qu'il était innocent. Et il a fait 20 ans de prison pour ça. Ouais. Et il sort, tu vois, et il dit, bah les gars, en fait, machin. Et donc le produit de séduction qu'il vendait, il a juste dit, voilà, en fait, je vais vous montrer comment éviter les femmes à red flag, tu vois. Et t'as pas besoin de faire de vente après ça, juste tu racontes l'histoire. T'as pas besoin de vendre. Tu dis juste, bah voilà, si tu veux éviter ça, voilà le produit, tu vois. Et même si ça vend pas, la personne, elle va jamais oublier cette histoire. Tu sais, elle va s'en rappeler et juste utiliser des histoires, mais sauf que tu peux pas le faire si tu connais pas ton persona. Ouais. Parce qu'il faut que tu comprennes les histoires qui va vraiment faire peur à la personne, tu Ouais. vois. Et ça, tu peux jouer avec ça, mais c'est que des émotions. C'est possible que si tu connais la personne à qui tu parles, et en vrai, Bah oui. entrepreneur, d'un coup, séduction, bah en fait, t'as plein d'histoires que tu peux raconter, où voilà, le mec, il est riche, mais en fait, il est obligé que de payer des escortes parce qu'il arrive pas à avoir de femme. À chaque fois qu'il a une femme, en fait, elle essaie de lui escroquer de l'argent. Il se retrouve tout seul dans peut-être une grande maison, mais il est tout seul et il se sent super seul et il commence carrément à, à, à rêver d'une vie simple avec sa petite femme qu'il aurait trouvée au travail, machin. Et en plus, c'est un truc magique quand tu te sens vraiment concerné. Ouais. Tu sais, genre, Mm. par exemple, si comme moi j'étais étudiant en informatique, tu vois, je vois une ad d'un mec qui me dit, ok, t'es étudiant en informatique dans le sud Ouais, de la bah ouais. France et genre Là, tu regardes instant, quoi. d'origine marocaine. Je suis en mode, waouh, ça c'est pour moi ça. Tu regardes derrière carrément. Bah ouais. Et on s'en rend pas compte, tu vois, Ouais. quand on commence, on se dit non, on veut taper le plus large possible parce on veut oublier personne. Mm. Mais du coup, à vouloir oublier personne, T'oublies tout le monde. ouais, tu t'aides personne, tu vois, parce que personne se reconnaît dans ton discours. Ouais. Les gens ont peur de perdre des ventes alors qu'ils font pas de ventes. Tu vois. Et Alexandre Mosier, il dit de 0 à 3 millions par an, genre juste une niche, un avatar. Je parle à la même personne, un produit, et tu t'en fous. Bah, Et une fois que tu atteint les 3 millions, là, tu peux commencer à réfléchir. 100%. Et encore, en vrai, dans certaines niches, 3 millions, c'est rien. Tu vois. Tu vas Ouais. dans l'e-com, tu peux escaler bien plus loin que 3 millions sur la même niche, le même produit, sans rien changer, quoi. Ouais. Donc, ouais, non, mais 100%. Mais bon. Est-ce que, j'ai une question, est-ce que quelle personne t'a le plus influencé dans ta vie entière? Et deep cette question. Je sais. En vrai, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est Owen. Owen Cook. Donc, pareil, un des fondateurs un peu de la séduction américaine à l'époque, quoi. Yes. Ouais, qui est toujours en activité d'ailleurs. Parce qu'il est et ce qu'il a créé. Et genre, en fait, tout ce qui découle de ce qu'il a créé est la base de beaucoup de décisions que j'ai prises dans ma vie. Mais ce qui est ouf, c'est que dans ton histoire, en fait, on se rend compte que ce que tu arrives à faire aujourd'hui, ça n'a pas pris 6 mois. Ça provient de ce que tu as fait à partir plus ou moins du moment où tu es parti à Londres. Ouais. Enfin, c'est des années en fait, d'adversité où ça marchait pas et tout. Et à un moment, tu as commencé à build étape par étape, brique par brique, jusqu'à créer des trucs, machin. Ouais. Mais c'est super intéressant parce qu'il y a plein de gens qui se disent ouais, 6 mois, machin. Hier, tu vois, enfin samedi, pardon. J'étais à un événement d'e-commerçant, tu vois. Et t'as des mecs qui en 6 mois, ils font 1 million, 3 millions en 8 mois, etc. Tu vois. Et c'est vrai que tu dis, ouais, c'est ouf, félicitations. Mais en fait, ces mecs-là, souvent, pendant 2 ans, ils lançaient des boutiques et ça marchait jamais, tu vois. Ouais. Et ça, on le capte pas. Ouais, bien sûr. Forcément, on voit que la réussite. Mais c'est important de comprendre que bah, la réussite, en fait, elle vient d'abord de travail acharné dans l'adversité, que ça réussisse pas, etc. Et puis à un moment, hop, ça réussit. Et après, tout devient un peu plus simple dès que tu as un peu de trésor, que tu peux réinvestir, que tu peux être plus serein. Juste le truc de ne pas avoir besoin de regarder ton compte en banque pour te dire est-ce que je prends une décision toute conne. C'est des trucs, c'est tellement moins de charge mentale. À mort. Et ça, c'est un plaisir, ouais. Et il y a un truc un peu frustrant aussi, c'est que genre, je le vois, et c'est aussi de par ma personnalité, genre j'ai tendance à... Tu sais, je suis un mec très léger quand même. Tu parles de positivité et tout. Ouais. Et j'ai tendance à renvoyer une image des choses que je fais qui est facile. Genre les gens, quand ils me voient, ils disent... Ouais, tu mets pas d'effort, quoi. Le mec, il est talentueux, quoi. Il est chaud, genre. C'est facile ce qu'il fait. Ouais. Et du coup, ils se rendent pas compte des sacrifices qu'il y a derrière. C'est la marque des gens qui sont bons, c'est qu'ils rendent les trucs durs, simples. Parce que moi, j'adore le tennis. Tu regardes des mecs qui jouent au tennis, t'as l'impression que c'est simple.
Tu prends la Ouais. raquette, demain tu fais la même chose. Mais en fait, c'est des années-lumière de ce que Ouais, bien sûr. un être humain normal peut faire, quoi. Ouais, Donc, ouais. ouais, 100%. Et du coup, mais du coup, je pense que c'est un peu le trap dans lequel les gens ils sont piégés, tu vois. C'est Mm. qu'ils vont voir le résultat final et ils vont se dire, bah, c'est censé être facile, c'est censé Ouais. genre, pourquoi je suis pas comme lui, pourquoi je suis pas aussi, Ouais. aussi détaché que lui, ou bien aussi concentré, aussi positif que lui, sans voir les sacrifices qu'il a fait quand personne ne le regarde, tu vois. Parce que quand tout le monde te regarde, évidemment que tu as envie de montrer l'aspect facile, Ouais, de ouf. parce que c'est chiant, sinon. Mais ouais, par exemple, mes caméras cachées sur YouTube, quand je parle avec des meufs, genre, je rends les choses le plus simple possible. Et quand tu vois la caméra cachée, tu te dis, mais il n'y a rien de compliqué en fait. Genre, je peux Et le faire. après, ils essayent et Après, bizarrement, tu ils y sors de arrivent chez pas, toi, quoi. tu te dis, waouh, juste déjà abordé, c'est compliqué. Ouais, ouais. Ouais, Est-ce que t'as peur de la concurrence ou pas du tout? Tu te concentres vraiment pas du pas? tout. Je sais, on en a déjà un petit peu parlé. Et toi, tu regardes même pas ce qui se fait. Bah, il y a même plein de gens qui copient mes finales. Ok. Et tu te concentres juste sur tes clients et sur ce Même que des tu peux faire. concurrents, les concurrents. Le Ouais, concurrent le plus connu de mon marché qui copie ouais, mes ouais. copies, Ouais, je finales et sais, tout. avec les copies même des produits. Mes produits, tout, tout, tout. Ouais, Et en vrai, bah, ouais, non, c'est chiant quand t'as la nouvelle comme ça, quand tu reçois une notif et qu'on dit, ouais, regarde, on t'a copié. Relou. hmm. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, mais ça veut dire que je suis vraiment Bah, bon, c'est tu vois. ouf, parce qu'en vrai, t'as 10 fois moins Ouais, d'abonnés, de notoriété ouais, que la majorité de tes concurrents. Mais en fait, tu fais autant, voire plus d'argent qu'eux. ouais. T'apportes plus de résultats. Bah, Donc, c'est que j'ai le meilleur produit en vrai. Et en ouais, fait, c'est pour ça que je m'en fous des concurrents. J'ai incontestablement le meilleur produit. C'est-à-dire que tous mes concurrents peuvent dire tout ce qu'ils veulent. hmm, On se met dans la même pièce, on montre les résultats de nos clients et genre, c'est très clair. ouais, Du coup, j'ai même 100%. pas besoin de parler. Ok, merci Nabil. C'était très intéressant comme discussion. Si vous voulez retrouver Nabil quelque part, vous avez juste à aller sur YouTube, taper Nabs. Yes. Voilà, si vous voulez travailler avec lui, je ne peux que conseiller ton produit. Merci. Et bah, merci en tout cas pour cette discussion. C'était super intéressant d'en apprendre plus sur toi, sur ton business, sur la vision que tu as, etc. Que je trouve je pense que c'est une des meilleures visions à avoir, tu vois. Concentrer sur les inputs, etc. Donc c'est parfait. Voilà, c'était un plaisir. J'espère qu'on pourra peut-être faire une partie 2 dans 1 an, 2 ans, trois Avec ans. plaisir. Et ça pourrait être cool. Je suis content Merci d'avoir beaucoup. fait l'épisode 1. T'es le premier. The first one. Merci Nabil. Ciao, ciao. Ciao.